précis Mmh. ou autre. Donc pour vous parler un petit peu de mon travail, moi déjà je serais intéressée par vos questions, mais je vais d'abord vous parler un petit peu de ce que je fais, puis après Ouais. on verra vos questions. Donc je travaille dans une structure qui accueille principalement des enfants sourds, de l'âge de 0 jusqu'à à peu près 20 ans. Et puis aussi des enfants qui ont des troubles des troubles du langage. Donc tout ce qui est dyslexie, dysphasie, dyspraxie, Mmh. dysorthographie, tous les Tous troubles les 10 10, voilà. possibles, tous les 10, voilà. Et puis bien sûr, d'autres petits troubles associés. On a des enfants, qui vont présenter aussi, de l'autisme, Mmh. ou des TDAH. Voilà, c'est assez varié. Je travaille dans cette structure depuis pas très longtemps, ça fait 2-3 mois. Ça Mmh. se passe bien, ça me plaît beaucoup. J'ai, une chouette équipe, avec qui, travailler, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis à côté de ça, je fais une thèse, puisque je n'ai pas eu de financement, pour ceux qui savent pas, quand on fait une thèse en psycho, c'est très difficile d'avoir un financement parce qu'on n'est pas une science qui intéresse beaucoup les gens qui ont de l'argent. Donc beaucoup des thésards en psycho sont obligés de travailler à côté. Donc c'est des Ouais. thèses qui peuvent prendre du temps. Je tiens à vous dire tout de suite, je ne vais pas publier des choses là dans l'année tout de suite, hein, ça va prendre du temps. Ouais, non, bah C'est oui. des thèses que je fais, sur mon temps libre et qui traitent le syndrome de privation langagière. Donc qu'est-ce que le syndrome de privation langagière? C'est un syndrome dont on enfin, qu'on aborde beaucoup dès lors qu'on est au contact de la population sourde, quand on notamment chez les personnes qui maîtrisent la langue des signes, que ça soit les sourds ou les entendants. Mmh. C'est, un syndrome auquel on est très souvent confronté, qui se définit, généralement, par des personnes qui n'ont pas, eu un accès, à la langue des signes suffisamment tôt et de manière suffisamment importante, donc ils n'ont pas eu de bain langagier assez important. Alors ça peut aussi s'appliquer, enfin, il y a chez certains enfants sourds qui ont Mmh. réussi à oraliser, qui sont bien entrés dans l'oral, là, même s'il y a pas eu de langue des signes, on peut pas forcément dire qu'il y a un syndrome de privation langagière. Quand il y a un OK. oralisme réussi, il y a pas de syndrome de privation langagière. D'accord. Et en fait, ce syndrome, il va impacter, pas mal de choses, sur le développement, cérébral et cognitif, des personnes. Mmh. Déjà sur un plan purement fonctionnel, il faut se mettre un petit peu, voilà, faut s'imaginer une famille où vous avez, un enfant sourd et des parents entendants, ce qui est le cas dans 95 des cas, Mmh. de la population sourde. Donc 95 des enfants sourds ont des parents entendants et ce sont des parents qui connaissent généralement pas grand chose à la surdité ni à la langue des signes. Et en fait, ils se retrouvent un peu face à une zone barrière, parce qu'ils ont un enfant, mais ils savent pas comment communiquer avec cet enfant, puisque étant sourds, ils n'apprennent pas l'oral, ils n'apprennent pas à parler de manière aussi naturelle et spontanée. Et déjà, c'est en ça qu'on parle de syndrome de privation langagière, c'est que le premier impact qu'on va remarquer, c'est l'aspect, langagier, l'acquisition de la langue. Mmh. Tous les bébés entendants apprennent à parler en écoutant leurs parents. Voilà, en répétant ce qu'ils entendent à la maison, hein, logique. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à parler le français, je suis moi-même entendante. Voilà, mais ça va pas impacter que la langue, que l'apprentissage de la langue, ça va impacter beaucoup d'autres choses. Ça va impacter le développement cognitif également, puisque, il y a dans l'interaction entre parents et enfants, et Ouais. même dans l'interaction entre parents quand l'enfant est présent, hein. Les interactions sont pas forcément des parents vers l'enfant ou de l'enfant vers l'enfant, ça peut aussi être entre les parents mais devant l'enfant. Ouais. Il y a tout un tas d'informations, que moi j'appelle des apprentissages opportunistes. C'est-à-dire que, quand vous êtes un petit bébé entendant ou sourd, vos parents, ils vont discuter devant vous de choses, de la vie quotidienne, de comment ça s'est passé au Ouais. travail, comment est-ce qu'on organise, les prochaines vacances, est-ce que tu as fait les courses, enfin voilà, tous ces échanges d'informations. Mmh. C'est non seulement c'est un bain langagier pour l'enfant, mais c'est aussi un apport extrêmement important d'informations sur comment s'organise le monde. Voilà, papa, maman vont travailler de telle heure à telle heure, que fait papa, que fait maman? Puis soyons fous, que fait papa et l'autre papa? Ou que fait maman et l'autre Ouh là! maman? Parce qu'après tout, on est en 2021 et on a bien le droit maintenant d'avoir voilà, on a le droit à ses permis aujourd'hui, on peut en Oh. parler librement sans Oh. se faire, jeter des cailloux. Oui. Ça existe les couples homoparentales. Mais voilà, toutes ces informations, qui vont, s'échanger entre les parents et entre les frères et sœurs également, c'est des informations qui ne sont pas forcément dirigées vers l'enfant, Mmh. mais
que l'enfant, entendant en tout cas, il va entendre, puis il va retenir. Puis ça va lui donner une petite idée de comment fonctionne le monde, de comment ça se passe au travail chez les parents, comment ça se passe dans les écoles chez les frères et sœurs, on va chez le médecin pour se faire vacciner. Pourquoi on se fait vacciner? Pour pas attraper des maladies qui peuvent rendre très 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 malade. Donc toutes ces informations-là, finalement, elles sont perdues dès lors qu'un enfant est sourd et qu'il n'y a pas de bain langagier suffisant dans la famille. Ouais. Donc ça va impacter vraiment le développement cognitif et la compréhension du monde. On a en psychologie cognitive, on a plusieurs fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives et qui servent à développer l'autonomie. Dans ces fonctions exécutives, vous allez avoir par exemple la planification. La planification, c'est ce dont on se sert pour faire une recette de cuisine. C'est ce dont on va se servir pour dire, on prévoit les vacances pour l'été prochain, il faut peut-être acheter les billets d'avion ou les billets de train maintenant, comme ça c'est moins cher. Et puis il faut prévoir où est-ce qu'on va, dans quel hôtel on va rester. Tout ça, en fait, ce sont des fonctions cognitives dont on se sert tous les jours. Et un enfant, il va apprendre petit à petit, il va développer ses compétences. Mais pour les développer, il a besoin en fait de comprendre ce qui se passe autour de lui. Parce que c'est ses parents qui vont lui donner en fait ces apprentissages-là. Et il y a des apprentissages que les parents vont donner de manière explicite en échangeant avec leur enfant. Et puis, il y a des apprentissages qui vont se faire de manière complètement implicite, où l'enfant juste, il écoute et il observe ses parents interagir avec le monde et puis il fait des déductions logiques. Il dit, tiens, mes parents, ils font comme ça, donc c'est peut-être qu'il y a une utilité à faire les choses de cette manière-là. Sauf que si vous avez que l'image et pas le son, mais finalement, il y a beaucoup d'informations qui vont se perdre. Donc, on va vraiment toucher au langagier. En fait, le syndrome de privation langagière va affecter le développement du langage, le développement de l'autonomie, notamment à travers ces fameuses fonctions exécutives. Je peux vous expliquer un peu mieux ce que sont les fonctions exécutives si ça vous intéresse. Mais j'ai pas prévu de parler pendant 2 heures sans m'arrêter. Non, mais tu pourras. S'il n'y a pas de questions, ça fera un très bon podcast aussi à écouter après. Et puis le troisième impact généralement que ça va avoir, c'est dans ce qu'on appelle la cognition sociale, qui va toucher vraiment pour vulgariser ça, je dirais l'empathie. Alors nous, les psychologues, on appelle ça la théorie de l'esprit parce que ça fait très bien d'inventer des expressions très complexes. Mais tout ce qui est l'empathie, la reconnaissance des émotions, le fait de se mettre à la place de l'autre, de s'imaginer ce qu'il peut croire, ressentir, penser, anticiper ses réactions en fait, anticiper ses actions. Tout ça, ça fait partie en fait de ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est penser pour l'autre, en vraiment anticiper ce que l'autre va dire ou penser ou va ressentir à partir de ce qu'on sait de cette personne. Et ça, c'est le troisième point qui est impacté à cause du syndrome de privation langagière, c'est que cet apprentissage de la cognition sociale, c'est un apprentissage qui généralement s'apprend de manière implicite. C'est pas les parents vont pas expliquer délibérément comment fonctionnent les émotions. Il peut y avoir il y a certains parents qui vont être dans une éducation bienveillante, qui vont expliquer les émotions, l'empathie à leurs enfants, mais finalement ça reste assez minoritaire. C'est quelque chose de plutôt nouveau, cette éducation bienveillante où on enseigne les émotions et on enseigne l'empathie, mais avant ça n'existait pas du tout. Et du coup, les enfants sourds qui sont de familles entendantes où il n'y a pas de bain langagier suffisamment important, ils se retrouvent vraiment privés aussi de ces facultés-là, qui est la cognition sociale. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan vraiment fonctionnel du syndrome de privation langagière. Après, j'ai pu trouver quelques études sur le sujet qui montraient que ça avait vraiment un impact sur le développement du cerveau. Alors d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire que les connexions neurologiques ne se font pas de la même manière chez les enfants, chez les signeurs natifs et ce qu'on appelle les signeurs tardifs, donc les personnes sourdes qui ont appris la langue des signes sur le tard. On s'aperçoit notamment que la zone du langage chez les signeurs tardifs est impactée, elle ne se développe pas aussi bien que chez un signeur natif ou chez un entendant qui a une langue maternelle. Non seulement cette zone ne se développe pas aussi bien, mais surtout, on s'aperçoit que chez les personnes qui ont un syndrome de privation langagière, il y a une zone du cerveau qui va s'activer face au langage, quand on leur présente la langue des signes, quand on leur présente un message en langue des signes. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites à partir d'imagerie cérébrale. On a essayé d'observer qu'est-ce qui se passe quand on montre la langue des signes à une personne qui a un syndrome de privation langagière, qui est un signeur tardif.
Mais on s'aperçoit que la zone du cerveau qui va s'activer, c'est la même que chez un entendant qui serait en train d'apprendre au tout début de son apprentissage d'une deuxième langue. Par exemple, imaginons que moi, je me dise, OK, j'ai envie d'apprendre le russe. Ouais. Bon, OK, je vais apprendre le russe. Donc, De je vais vos commencer projets. à prendre des cours de russe. Et on va observer mon cerveau au tout début de mon apprentissage, où je vais découvrir le vocabulaire, quelques verbes, conjuguer, voilà, être capable de dire bonjour, merci. Et ben en fait, on est vraiment sur une acquisition débutante du langage. Mon cerveau va vraiment, c'est au niveau de l'occipital, donc à l'arrière du cerveau. Mhm. On a en fait on voit en fait que cette zone-là va s'activer et qu'en fait, c'est mon cerveau qui essaye de trouver, de donner du sens à cette nouvelle langue que je suis en train de m'approprier. Voilà. Chez les personnes qui ont un syndrome de privation langagière, on s'aperçoit que la langue des signes, en fait, elle est jamais acquise comme étant une première langue, comme étant une langue maternelle. Ça reste, non seulement ça reste une deuxième langue, mais en plus, c'est une deuxième langue qui, finalement, passé un certain âge, ça va être extrêmement compliqué de la voir pleinement comme étant une première langue, comme étant une langue maternelle. Je sais pas si ce Ok. que je dis, c'est clair, Si. Non, mais mais il y a beaucoup d'infos. Je me mets des questions dans ma tête pour tout à l'heure. OK. Voilà. Donc ça, c'est sur le point de vue fonctionnel cérébral, hein, vraiment de la fonctionnalité du cerveau. Ouais. Et sur le plan structurel, vraiment sur la manière dont le cerveau va structurer, c'est-à-dire couche après couche. Vous savez que dans le cerveau, on a de la matière grise et de la matière blanche. Je ne savais pas. Et ben, Bah, écoute. bah, voilà, il y Voilà. a de la matière. Il y a de la C'est matière ironique. blanche. Non, non, pas du tout. Oui, Enfin, matière grise, je connaissais effectivement ça. ouais, C'est une expression même, mais matière blanche, ouais. pas du tout. Et bah ouais, bah Et... l'expression matière grise, matière blanche, en fait, elle vient de là, dans le cerveau. Quand tu regardes une coupe du cerveau, Ok. tu vois qu'il y a la matière grise et qu'il y a la matière blanche. Ok. Bon, eh ben, on en apprend tous les jours. Ben voilà. Et en fait, Merci. on s'aperçoit que chez les sourds qui ont un syndrome de privation langagière, on s'aperçoit qu'il y a moins de matière grise et plus de matière blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, c'est pas quelque chose, on peut pas tirer des grandes théories à partir de ça. On peut juste, par contre, en conclure que le fait d'être privé d'une langue suffisamment longtemps dans les premières années de vie, Hmm. ça va véritablement changer la structuration du cerveau, la manière dont le cerveau est organisé. Voilà, c'est-à-dire que le syndrome de privation langagière va affecter le cerveau de deux manières différentes sur le plan structurel, c'est-à-dire matière grise, matière blanche, les différentes couches qu'on va avoir dans le cerveau ne sont pas organisées de la même manière, mais aussi sur le plan plus cognitif, sur le traitement de l'information, sur comment je réfléchis, comment je parle, comment je pense la langue. Voilà, ça va vraiment impacter Ouais. ces deux, ces deux champs-là. Après, il y a peut-être d'autres Ouais. études sur le sujet, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire, parce que comme je vous l'ai dit Oui. tout à l'heure, je travaille Puis de tout et retenir aussi. je passe beaucoup de temps à trouver des solutions aux jeunes que je reçois en consultation. Voilà. Donc ça, c'est pour le syndrome de privation langagière. Après, je ne sais pas si, enfin, je peux développer plus avec vos questions. Ouais, Euh, si ouais, on en a, pour l'instant on a des gens qui regardent mais pas actifs, ça arrive aussi. On a des gens qui ok, viennent juste regarder. ok. Mais moi j'ai une question du coup là, quand tu parles justement donc la différence entre la matière blanche et la matière grise, donc j'ai les sourds qui n'ont pas eu accès à la langue assez tôt. Euh, Est-ce que du coup ça veut dire que a posteriori aussi les méthodes d'apprentissage de la langue, que ce soit la langue des signes ou une autre, du coup elles doivent être différentes de celles qu'on a habituellement? Ou pas? Parce que du coup, est-ce qu'il y a un autre mode de fonctionnement, il faut trouver un truc plus adapté ou vraiment? C'est une bonne question. Je pense que oui, il faut changer les modes de fonctionnement. Enfin, la question, elle est assez vite répondue finalement. Je ne sais pas si tu te rappelles de tes cours d'anglais quand tu étais au collège ou au lycée. Si. C'était chiant. On est Ah d'accord. non, mais tous les cours de langue ont été super chiants. Voilà. Les cours de langue de base, non mais de base c'est chiant. Ouais. J'adore les langues, j'adore apprendre des langues. Je parle 4 langues couramment. Je ne les ai pas appris à l'école. Je les ai appris en étant sur le terrain, j'ai voyagé, j'ai eu la chance d'habiter dans d'autres pays et j'ai pu apprendre ces autres langues de cette manière-là. En fait, le meilleur apprentissage pour une langue, ça reste l'immersion. Donc, pour les sourds qui ont un syndrome de privation langagière, le meilleur mode d'apprentissage pour moi, c'est l'immersion. Bon, c'est un peu plus compliqué avec les sourds, ça n'existe pas, le pays des sourds. Oui. Il faudrait faire des grosses colonies de vacances qui durent 2 mois, 3 mois comme ça, avec que des sourds. Et on reste que entre sourds et que entre signants. Bon, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, effectivement.
Ça reste faisable, je pense, mais voilà, faut s'organiser. Oui, oui, c'est Donc, vrai. en fait, je pense que de base, la manière dont on enseigne les langues, au sens très large, c'est pas forcément une manière hyper naturelle. Enfin, moi, j'ai pas appris les verbes irréguliers en français pour réussir à parler le français. Mm. J'ai appris le français parce que mes parents me parlaient français tous les jours en me Ouais, c'est racontant ça. Et plein de puis, trucs et que mes oreilles, elles ont pris les informations comme ça et voilà, et petit à petit, j'ai développé une compréhension de mon environnement. Mais finalement, même quand on a 40 ans et qu'on veut apprendre une langue, on peut se lancer et se dire: «OK, je vais apprendre une langue dans un centre de langue et je vais apprendre par cœur à conjuguer les verbes» et ça fait aussi partie de l'apprentissage, mais pour moi, ça représente une minorité, enfin, mm. un temps mineur que tu dois passer et la majorité de ton temps, tu devrais le passer, à être en immersion totale. Oui, c'est ça. Bah, moi, ça me rappelle un peu, enfin, anecdote de ce qu'on m'avait dit quand j'avais démarré au foyer. Enfin, moi, pareil, j'adore les langues, malheureusement, j'en parle moins. Mais j'adore les langues, justement, et j'avais démarré, surtout qu'on n'avait pas de formation là-bas. Donc j'avais démarré en faisant des cafés-signes, en ayant, bah, j'ai eu une binôme sourde, donc clairement ça a participé à tout ça. Et je sais que c'était des gros débats avec d'autres personnes signantes, entendantes ou sourdes, qui elles étaient très très scolaires. Ils me disaient mais non, mais faut aller à l'IVT ou faut te former. Moi je disais bah déjà j'ai pas les sous, j'ai pas le temps. Et puis en fait moi, enfin j'aime pas, donc je vais apprendre autrement. Et effectivement oui, il a fallu que je baigne à fond dedans pendant à temps plein pendant Mmh. 3 4 mois avant d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. L'IVT, ça a été juste un bonus, mais je l'aurais pas eu, je pense que j'en serais au même stade aujourd'hui dedans. Donc oui, je te rejoins là-dessus, faut mettre les gens dans la langue, et ça marche déjà, ça marche mieux. Après, il y a aussi un autre élément qui est à prendre en compte, c'est que, bah, toi et moi, Théo, on a une langue maternelle Oui, qui est enfin, pour moi, c'est le français, pour toi, j'imagine que c'est ça le doit être le français français aussi, ouais. aussi. Donc, rentrer dans une deuxième langue, que ça soit d'un point de vue très scolaire ou en immersion, finalement, ça va être beaucoup plus facile que demander à une personne qui a 35, 40 ans, qui a pas vraiment de langue, de dire: «Vas-y, Ouais. entre dans une première langue», quand de base, la personne n'en a pas, Mm. en fait. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau, ton cerveau et ton système cognitif, il tend un peu à, plus tu vieillis, plus il va se rigidifier quelque part. Quand tu es petit, tu as un cerveau qui a beaucoup plus de connexions neurologiques dans le cerveau quand tu es petit, on en a beaucoup plus. Mm. Et puis en fait, plus tu vieillis, moins tu en as, ton cerveau il fait un peu le tri parce qu'il y a des informations qui sont pas pertinentes, dont tu te sers pas dans ton environnement, ça te sert à rien. Par exemple, les entendants, on est tous avec l'oreille absolue. Mais globalement, elle ne nous sert pas à grand chose, cette oreille Ouais. absolue. Donc, on la perd au On fur et à l'utilise mesure. pas, ouais. Il y a plein de compétences qu'on perd comme ça au fur et à mesure parce qu'on s'en sert pas. Or, passé un certain âge, il y a un petit peu une période critique. Mhm. Et passé un certain âge, bah, c'est très compliqué de revenir en arrière pour essayer de récupérer les compétences que tu aurais dû développer, que tu n'as pas développées. Ok. Donc, Oui. ouais, Donc, ça, plus c'est on assez est, compliqué. plus on est vieux, plus on est vieux, quoi. Ça Mais ne veut pas dire qu'on peut pas non, non. apprendre, il y a toujours des Oui, possibilités d'apprendre, c'est juste que les stratégies sont pas les mêmes, quoi. c'est plus compliqué. Oui, puis surtout, en plus, tu as aussi tout le côté social qui va avec, c'est-à-dire que bah, voilà, une personne qui a besoin justement en plus d'apprendre une langue, qui ne serait même pas en l'idée du loisir de j'apprends une langue parce que j'ai envie de la parler, mais que je la parle ou pas, je peux évoluer. Mmh. T'as aussi, bah, tu te retrouves dans un milieu où au bout d'un moment, bah, tu finis par devoir aller à l'école, devoir travailler, devoir avoir une vie à côté, Ouais. qui fait qu'avec même avec toute la bonne volonté du monde, t'as aussi déjà ça qui au final t'empêche que tu le veuilles ou non, de progresser et du coup qui peut ralentir peut-être la progression de ton apprentissage après. Bah, ouais, ouais, il y a de ça et puis enfin, tu vois, je pense que c'est compliqué aussi, quand tu es un sourd, adulte, et que tu veux développer, tu veux apprendre la langue des signes un peu sur le tard. Mm. Tu te retrouves, par exemple, dans des cafés signes avec des sourds qui ont une langue des signes absolument magnifique. Bah, déjà, enfin, tu te sens un peu bête, quoi. Tu Ouais. te dis: «Waouh, ils parlent tous hyper bien, on a une salade de doigts absolument magnifique et moi, je suis là à essayer de faire mes 3-4 signes et j'y arrive pas». Donc, y a je pense l'estime de soi en prend un sacré coup aussi, tu vois? Mais, Ouais. ça arrive à n'importe quelle personne quand tu vas dans un pays étranger et que tu essayes de parler la langue, que dès que tu ouvres ta bouche, tout le monde te regarde parce qu'ils se disent: «Ouh là là, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? On comprend rien avec son accent». Tu vois, tu te sens un peu non mais Ouais, non, tu te sens bon, mal. tu te sens mal quoi, tu es vulnérable quoi, donc, c'est aussi compliqué de faire Mm. cette démarche-là et de se dire: «Je vais aller m'exposer», et puis
voilà, il faut aussi trouver les gens bienveillants qui vont prendre le temps d'être attentifs à ce que tu dis, qui vont t'aider dans ton interaction, tu vois. Te Ouais. donner les signes que tu n'as pas, essayer de restructurer ta phrase si tu n'arrives pas à la structurer. Voilà, il faut aussi avoir des gens bienveillants face à toi, ce qui n'est pas toujours le cas. Tu as aussi des gens qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas envie et qui se disent oh là là, Oui, qui ont autre oh chose non, mais il à. est pénible celui-là, quand il signe, je comprends rien, il est bizarre. Ouais, ouais. Entre guillemets, qui ont autre chose à foutre. Alors, on a Yggdrasil qui vient de nous rejoindre sur le live. Bienvenue. J'espère que ça va. Bienvenue, installe-toi. Écoute ce qu'on dit et puis pose des questions si t'as des questions à poser. Voilà. J'espère que t'as passé une bonne semaine et que tu n'as plus de travaux chez toi, jeune homme. Je le connais, on se connaît tous les deux. Donc. Ok. Et du coup, sur l'histoire de l'apprentissage, c'est marrant. Alors, je vais poser une question qui est un peu bête, là, c'est de la curiosité, mais quand tu parles justement donc, du fait de, voilà, de grandir sans langue et tout, ça me rappelle un peu ces histoires, alors souvent énormément déformées, mais d'enfants qui auraient grandi avec des animaux, tu vois, ou quoi. Attends, ils m'ont dit, j'ai entendu parler de bienveillance, ça parle de Samuel Etienne. Alors, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si tu vois qui est Samuel Etienne. Non, je sais pas qui Alors, juste pour. Parce que comme ça, Petroni il suit le truc en même temps. C'est le présentateur de Questions pour un champion. c'est. L'actuel présentateur donc, de Questions pour un champion. Qui. Ah, bah il est là. Pardon. Je suis en train de remettre tout en place. Qui, en fait, est sur Twitch aussi. Qui fait des lives et tout, et qui a fait des grosses polémiques, hein, clairement. Il a invité Jean Castex, François Hollande, et il avait proposé à Marine Le Pen de l'inviter. Il est un peu en mode méchant maintenant avec les gens, et sa communauté se fait appeler le FC Bienveillance. Voilà. D'accord. Voilà, Non, on a. moi, je parle de la bienveillance au sens des gens qui sont gentils et qui essayent de te traiter avec respect Ouais, c'est ça, ouais, ouais. et d'accepter malgré tes galères et tes difficultés. C'était plutôt ça que j'entendais par bienveillance. Donc voilà, oui, c'est ça, on est là-dedans. Nous, on est là, on est gentils. On est... Oui, nous, on est les hein, bons. j'essaye. En tant que psy, ce serait con quand même Ouais. d'être malveillante. Oh, bah tu sais. Ouais. On va pas parler de certains cas qu'on peut connaître, On va pas mais rentrer ouais. dans ce débat-là. Voilà. Mais oui, du coup, je reviens, pardon, sur ma question. Voilà, donc, ces espèces d'histoires, bon, plus ou moins vraies, plus ou moins enjolivées, mais en tout cas, on a des cas, voilà, d'enfants qui auraient pu grandir de manière complètement sauvage, donc pas d'exposition à la langue. Enfin, loin du peu que j'en connais, hein, c'est clairement c'est Tarzan, mais voilà. Et, euh, et est-ce que du coup, c'est le genre de trucs qui sont aussi qui ont été réutilisés, parce que là aujourd'hui, tu parles des études, il y a des IRM qui sont faites. Enfin, on a aussi des outils technologiques, mine de rien, qu'on n'avait pas il y a plusieurs années, donc qui, je pense, permettent de creuser la question. Mais est-ce que ces recherches sur le syndrome de privation langagière, elles ont commencé depuis quand en fait? Voilà, au final, c'était un peu la question à la Alors, les louche. recherches, Est-ce qu'il y a... c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature en psychiatrie depuis assez longtemps. Moi, les écrits que j'ai pu trouver, ils datent des années 60, 50-60. Donc déjà, dans les années 50, les psychiatres, parce que le métier de psychologue n'existait pas encore à l'époque, Ouais, psychologue, c'est un métier qui est apparu dans les années 80. Mais avant ça, du coup, bah, c'était des psychiatres hein, qui s'occupaient du cerveau, de l'esprit humain. Et il y avait déjà en fait des descriptions. Alors parce qu'à l'époque, c'était pas la psychiatrie n'était pas encore scientifique. Hein, c'était vraiment barbare. bah, on Ouais. faisait des électrochocs Mm. sans anesthésie, on lobotomisait les gens. Bon, il y a des choses qui se sont développées. Hein, c'est à partir de là que la psychiatrie s'est développée. Mais bon, voilà, c'était avec les moyens du bord, donc la compréhension du cerveau était assez limitée. Mm. Mais il y a déjà des écrits d'études de cas Ouais, sur le syndrome, mais ça s'appelle pas du tout comme ça. Alors à l'époque, il parlait de sourdophrénie. ok. Ouais, Ouais. C'est un terme que j'ai déjà vu, sourdophrénie. effectivement. Ouais, mais j'en ai parlé dans mon Je séminaire à pense. l'EHESS, Ouais. qui parlait de sourdophrénie. Et en fait, c'était Basilier qui a écrit un article qui s'appelle Sourdophrénie, enfin Sourdophrenia en anglais. Ok. Il est accessible, on peut le trouver sur Internet. Et en fait, il parle d'une espèce de schizophrénie, de psychose en fait propre aux sourds, où bah, il décrit effectivement des difficultés à communiquer, à s'exprimer, Mhm. euh, des difficultés à se faire comprendre. Ouais. Quand ils passent par l'oral, en fait, leur parole est inintelligible, donc ils passent par des signes,
mais sauf que personne à l'époque ne parle la langue des signes, évidemment. On est sur la psychiatrie Ouais, ouais. occidentale des années 60. Hein, donc, si tu veux, la langue des signes n'a pas vraiment très bonne réputation. C'est pas une langue qu'on parle dans les institutions spécialisées pour les Oui. sourds. C'est entre Euh, sourds et tout. Ouais, ouais. Yann Quentin en parle de temps en temps, je sais, voilà, sur le fait on les donc, décrit voilà, avec les sourds muets, mais oui, pardon, c'était la parenthèse, excuse-moi. ouais, non, vas-y, vas-y. Donc voilà. Et en fait, Basilier, il est assez, il est relativement bienveillant pour l'époque, Ouais, pour l'époque, vis-à-vis de ces personnes où il dit ben, on voit bien qu'elles sont dans la difficulté, on voit bien que l'oral ça marche pas, lire ouais. sur les lèvres ça marche pas, et quand ils parlent on les comprend pas. Et donc du coup spontanément, très naturellement en fait, ils vont utiliser leurs mains, ils vont utiliser des gestes pour communiquer. Mhm. Et en fait, il explique qu'il y a une forme de paranoïa Mhm. chez ces personnes qui, avec une espèce de délire un petit peu complotiste, où bah, les médecins sont contre eux. Bon, cela dit, ça peut aussi un peu se comprendre. Hein. Est-ce qu'ils avaient pas tout à fait tort quand même? Ils n'avaient pas forcément tort. Mais il y a cette idée en fait bah, de perte de contrôle total, où les gens autour de vous, que ce soit votre famille ou les médecins, en fait, ils parlent entre eux. Toi, tu es là, tu es sourd, tu les regardes, tu comprends pas du tout de quoi ils parlent, tu as une petite idée qu'ils sont en train de parler de toi, Ouais. et en fait, ils prennent des décisions à ta place. Mhm. Donc, il y a vraiment cette idée de les entendants sont contre moi, les entendants me veulent du mal, Mhm. et ça peut aller vraiment dans des délires paranoïaques assez poussés, quoi. Ouais. Mais ça fait sens en même temps avec l'environnement dans lequel ils sont, où ils sont complètement dépossédés de leurs moyens et les décisions sont prises à leur place. Voilà, la psychiatrie de l'époque, voilà, c'est quand même, on se faisait le lobotomiser, puis il en parle, hein, en plus, Basilier dans Sourdophrénie, mais dans la Sourdophrenia, Ouais. voilà, il parle aussi de la lobotomie et de la thérapie par électrochoc. Donc, c'est une psychiatrie extrêmement maltraitante, Mhm. et chez les sourds, mais c'est doublement maltraitant dans la mesure où les sourds ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi ils sont là, personne ne leur explique rien, et puis les décisions sont prises à leur place, sans qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. D'accord. Bah tiens, Donc, je viens de voir je crois que j'ai trouvé un peu un lien vers ce qu'il a écrit. Je vais le partager du coup, comme ça, si les gens veulent regarder après. Hop, hop. Ah, on a perdu les caméras. C'est bon, on a les caméras. Ok, et bienvenue à Generica qui arrive aussi sur le chat. Bienvenue, j'espère que ça va. Pareil, que tu as passé une bonne semaine, que tout va bien. Voilà, installe-toi. Installez-vous dès que vous arrivez. Voilà, mettez-vous dans un fauteuil, faites votre vie. Euh, et oui, du coup, tu parlais ouais, donc, de sourdophonie. Il y a aussi, du coup, il me semble que c'est appelé aux États-Unis, enfin en tout cas en anglais, le language deprivation, idée de ouais, privation de langage, si je dis pas de bêtises, voilà. ouais, ouais, Euh, ouais. qui Bah, est. que moi, j'ai traduit par syndrome de privation langagière. Oui. Alors, il y a débat, parce qu'il y a des gens qui disent c'est syndrome de déprivation langagière. Ok, En fait, le terme déprivation en français n'existe pas. C'est un anglicisme. En anglais, on dit deprivation, mais ouais. en Oui, français, on dit privation. La traduction officielle, c'est privation. oui, il fait pas de Euh, sens. Ok. Comment? Le mot déprivation en français fait pas assez sens. Il y a privation qui fonctionne bien, donc. Bah, Ouais. déprivation, le mot n'existe pas dans la langue française, en fait. En Mm, soi, il n'est pas dans le dictionnaire français. On mm, dit privation. Donc voilà, moi j'essaie de rester le plus collé au français quand même, ne pas complètement déformer ma langue maternelle et dire syndrome de privation langagière ou syndrome de privation de langue. Enfin bon, je pense pas que ça, pas, pour moi il n'y a pas un vrai débat sur la question, mais sur le principe de déprivation, c'est un collègue à moi qui est psychologue qui, lui c'est important de dire déprivation parce que ok. son point de vue c'est pas juste que on ne te donne pas ta langue, c'est qu'en fait, on te l'interdit. Il y a Oui, vraiment c'est cette ça. question où c'est intentionnel, on Et- refuse de te donner cette langue qui est la langue des signes. Donc lui, il me dit, moi je dis syndrome de déprivation langagière. Je ouais. dis, bah, écoute, Ok. c'est comme tu sens, on verra si ça rentre ou pas. On sait que c'est toi qui as raison, et puis voilà. Non, 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 non. non, enfin, Non, non, mais glo- oui, je vois. globalement, je m'en fous un peu. On appelle ça comme tu veux. J'ai pas, Mm, je suis pas très regardante là-dessus. Pour moi, le plus important pour moi, c'est vraiment bah, déjà de faire entrer le terme, le paradigme mhm. en France, parce qu'en France, on n'en parle pas du tout. Jusqu'à l'heure actuelle, je pense être la seule chercheuse à travailler sur le sujet. Il me semble, Euh, ouais.
Ah ouais. Il me semble. S'il y en a d'autres, Euh, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi un MP, on en discute parce que je me sens un peu seule au monde quand même à parler de mon truc. Puis bon, il y a pas tout le monde n'est forcément d'accord avec moi, donc j'ai parfois certains collègues qui me regardent un petit peu: mhm. qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais de quoi elle parle?» Donc voilà, plus on est nombreux, mieux c'est, je pense. Voilà, mon Ouais. objectif, ce serait vraiment d'introduire ce paradigme, en France. Par paradigme, qu'est-ce que j'entends? En fait, un paradigme, c'est un point de vue. Non, tout le Ouais. monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire paradigme, hein, je suis désolée. Moi, j'ai Non, non, appris ça mais il y a pas très longtemps non plus, donc c'est très bien. donc voilà. Ouais. Un paradigme, en fait, c'est un point de vue, c'est un angle d'attaque, c'est un angle de réflexion, voilà. Et en fait, à l'heure actuelle, quand on parle des troubles mentaux chez les sourds, Ouais. il y a un consensus international qui dit qu'effectivement dans la santé mentale, les sourds ont besoin d'une prise en charge à part. Mhm. OK, ça on est d'accord? Mais cette prise en charge à part, le paradigme qui est majoritaire à l'heure actuelle, c'est un paradigme qui est dans la réparation de la surdité. C'est-à-dire que, on part du principe qu'on a bien conscience que les sourds développent des troubles mentaux peut-être de manière plus importante que chez les entendants. Du Mhm. coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réparer leur surdité avec implantation cochléaire et puis, de la rééducation, orthophonique à tout va. Alors, je ne suis pas spécialement contre l'implant ou contre les orthophonistes, enfin, c'est tout à fait utile d'en apprendre à parler. Mais c'est juste extrêmement, Et- carencé en termes ouais. de prise en charge. Tout miser sur l'implant cochléaire et l'orthophonie, autant vous dire que il y a pas mal de prises en charge, bah, qui seront, menées à l'échec. C'est-à-dire qu'il y aura, c'est des heures et des heures, hein, c'est bon, c'est des opérations déjà, c'est des réglages, c'est des heures et des heures d'entraînement chez l'orthophoniste où, bah, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, enfin, ils vont louper des cours pour faire de l'orthophonie ou ils vont louper des récrés pour faire de l'orthophonie et puis bon, si ça marche, Mhm. écoute, tant mieux, mais des fois ça marche pas. Des fois, il y a Ouais. vraiment un échec et tu te dis: «OK, tout ce temps-là, pour arriver à ce résultat-là, c'est quand même, très dommage. Donc le voilà, ça c'est le paradigme qui est majoritaire et qui est le paradigme de la réparation de la surdité à travers, Mhm. donc l'opération et une réhabilitation orale via, une prise en charge orthophonique. Ok. Voilà, moi mon paradigme, c'est pas de dire que la surdité, il faut la réparer, mais plutôt de dire: «Il faut donner la langue des signes à tous les enfants sourds dès qu'on a le diagnostic et puis Ah d'y ouais. aller franco». Voilà. C'est-à-dire de les scolariser dans des écoles où tout le monde parle la langue des signes, où il y a des adultes autour d'eux qui Mhm. parlent la langue des signes. Moi, j'ai beaucoup d'amis sourds qui ont appris la langue des signes dans la cour de récré avec leurs copains sourds, qui avaient peut-être un meilleur niveau de langue des signes parce que leurs parents étaient sourds et voilà, j'ai une amie à moi, elle a jamais eu de cours de langue des signes. Elle a mon âge, elle a 32 ans, elle a jamais eu de cours de langue des signes de sa vie. Ce qui est aberrant, parce que tu vois que nous, on a justement du français à l'école. Enfin, on est dedans, mais on va revenir après, je pense aussi sur les adultes et peut-être le manque d'accessibilité, du coup, de représentation. Dis juste bonjour à Zikel qui vient d'arriver, le modérateur, et non, on ne t'attend pas pour démarrer le live, fallait arriver plus tôt. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, mais bonjour et bienvenue. Euh, Tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais aussi du mot donc privation, interdiction, je pense qu'aussi peut-être, enfin c'est ma question, mais est-ce que ça bloque pas parce que justement le mot interdiction donne l'impression que c'est régulièrement fait de manière consciente, c'est-à-dire qu'on interdit de manière consciente aux enfants d'accéder à leur langue, et tu parlais justement des parents. Le sentiment que j'ai par rapport à ça, c'est que effectivement, beaucoup de parents, bah, ton enfant, il est sourd, voilà, t'as pas l'habitude, t'as jamais vu de sourd, t'as jamais vu de langue des signes, tu sais pas trop, t'as des préjugés, enfin, tu connais pas, donc c'est normal. Et du coup, tu vas te retourner vers des spécialistes, donc des médecins, voilà, orthophonistes, psychologues, psychiatres, enfin, un peu tout le monde. Et la réponse qui est donnée le plus souvent, de ce que j'en vois, de ce qu'en disent les sourds aussi, que je suis, même à l'étranger d'ailleurs, souvent je suis quelques Américains aussi qui en parlent, il y a vraiment ce côté, comme tu dis, voilà, on répare la surdité, en fait, on va pas envisager de partir sur un apprentissage de la langue des signes, éventuellement couplé à d'autres trucs si l'enfant il accepte d'avoir des appareils ou d'aller chez l'orthophoniste. Vraiment juste, la seule solution c'est ça, et la langue des signes est jamais évoquée. Et donc du coup en fait les parents n'ont pas l'impression de l'avoir interdit parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait au mieux, mais en même temps, bah en fait ouais ils ont quand même
Enfin, ils ont quand même pas trop le choix. À l'origine, c'est pas trop de leur faute. Et en fait, ils arrivent à un moment où t'es super tard et on leur dit, mais pourquoi vous avez pas fait ça à votre enfant? Bah, en fait, ça fait 20 ans que qu'on fait ça Ouais. et on n'a pas envie de se faire engueuler maintenant. Je sais que j'avais eu le cas d'une, je te laisse la parole juste après, mais une maman que j'avais rencontrée à l'IVT, qui était en formation avec moi à l'IVT. Donc sa fille avait une surdité, elle avait une neuropathie qui faisait que elle allait, c'était dégénératif, donc la fille allait terminer sourde complètement et ça allait assez vite. Et en gros, elle, quand elle a eu la possibilité, son employeur a dit, bah moi je comprends, je vous donne un mois, vous partez en congé, vous allez vous former à Paris, puis vous revenez. Voilà, ce qui est parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'autres solutions, il n'y avait pas d'école adaptée, donc il disait ok, on comprend ça. Et son mari, la même chose lui avait été proposée par son employeur. Et le mari avait répondu, bah, ce qu'on peut lire aussi dans le cri de la mouette par exemple, non non c'est bon, on se comprend avec ce qu'on se dit. Et donc le mari avait complètement refusé la langue des signes et il était uniquement pro implant, pro appareil, pro orthophonie. Et il envisageait pas que bah, ça pouvait être un peu important, que papa aussi parle la langue. Mais ouais, est-ce que ça bloque pas aussi, tu vois, dans tes recherches, l'utilisation de ces termes, pour moi qui sont adaptés, mais du coup qui donnent l'impression vraiment aux gens qu'ils ont sciemment empêché leur enfant de le faire, alors que des fois ils n'ont pas fait exprès. Pour moi, c'est pas un. Enfin, pour moi, de ce que j'ai pu en voir, des parents que j'ai pu rencontrer, des sourds avec qui j'ai pu parler, de ce que j'ai pu en lire, ça reste assez exceptionnel, les gens qui, de manière délibérée, disent non, surtout pas la langue des signes. Mm. Ça reste vraiment exceptionnel. Les parents que je reçois dans mon bureau, parce que je Mhm. travaille dans un CAMS. Donc, CAMS, c'est vraiment de la prise en charge précoce Ouais. Est-ce que tu peux avec expliquer juste pour les gens ce que c'est un CAMS, parce qu'on connaît pas tous alors un les. CAMS, c'est un centre. Alors je sais jamais ce que ça veut dire. Oh, la Même moi, honte, quoi. même moi j'avoue que je passe centre CAMS, d'aide et ouais, ouais, médico-social, non? c'est un centre d'aide médico-sociale précoce. Voilà. Voilà. Je suis allée chercher sur Google. Je suis nulle, moi. Faut pas me demander ce genre de choses. Je vois ce qu'on y fait, mais alors me demander exactement les mots, c'est toujours très, c'est toujours très compliqué. Voilà. Donc en fait, je travaille avec avec des enfants, mais des bébés en fait. Moi, là où je suis, on a des diagnostics précoces. Donc, j'ai des parents qui ont des petits bébés qui ont 8-9 mois avec un diagnostic précoce de surdité. Mhm. Je les reçois dans mon bureau et la question qui se pose systématiquement, c'est vraiment, bah, j'essaie toujours de voir un peu ce que les parents ont compris de la surdité. Genre, comment est-ce que vous Mhm. expliquez la surdité de votre enfant? Alors, il y a plein d'explications différentes. Ah, bah, c'est génétique. Ah, bah, j'ai contracté une maladie quand j'étais enceinte. Bon, ok, il y a l'explication biologique de la surdité. Des fois, il n'y a pas d'explication. Bon, moi, l'origine biologique de la surdité, je m'en fous un peu. C'est pas Ouais. forcément le plus pertinent dans mon travail. Mais ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'ils ont compris de la surdité pour savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite. Ouais. Comment, voilà, à quel moment on place l'implant cochléaire, la langue des signes, comment, à partir de quand Mhm. on prend cette décision-là et comment on fait pour prendre cette décision-là. Donc je demande un peu aux parents, ok, quel projet vous avez pour votre enfant, vous êtes allé, vous êtes suivi à l'hôpital, voilà. Et bon, généralement, hein, pratiquement toutes les familles me disent, oui, oui, bah là il y a un projet d'implant, d'accord, projet d'implant, ok. Et je finis par poser la question, et du coup la langue des signes, est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Et pratiquement tous les parents me disent, bah oui, on s'est dit que comme notre enfant était sourd, ce serait peut-être bien qu'on apprenne la langue des signes. Mais Mhm. quand on en a parlé à l'ORL, et alors je te mens pas, hein, les familles Oui, m'ont bien sûr. toutes dit la même phrase. Alors, est-ce que c'est le même médecin? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la même phrase. Elles disent toutes: «Le médecin ORL nous a dit que la langue des signes, ça sert à rien parce que notre enfant, il parlerait normalement». Non, mais c'est une réponse que j'ai déjà entendue et tout, hein, donc je suis même Et pas là, c'est un moment de malaise. C'est le surpris. moment où moi, je dois annoncer une mauvaise nouvelle aux parents qui sont Oui. hyper confiants, Ben oui. qui enfin voilà, qui ont vraiment placé tout leur espoir dans l'implant, où le médecin les a vachement rassurés en leur disant: «Votre enfant, il parlera normalement, ce sera presque comme un entendant». Et du coup, moi, je suis là genre: «Oui, alors c'est pas tout à fait ça, je vais peut-être un peu nuancer les propos du médecin». Voilà. Bon, globalement, j'ai pas eu de réaction trop violente, mais c'est Ouais. vrai que c'est jamais très confortable pour moi d'annoncer comme ça des mauvaises nouvelles en leur disant: «Mais en fait, c'est pas sûr que votre enfant il entende, c'est pas Mhm. sûr qu'il acquiert le langage comme un entendant». Et puis avant qu'il acquiert le langage oral, faut savoir qu'il va y avoir plusieurs années, il aura pas de langue. Comment vous allez communiquer avec lui quand il fait des cauchemars la nuit, qu'il aura besoin d'être rassuré?
Enfin, c'est ça, quoi, Mm. dans les premiers temps, c'est vraiment pouvoir expliquer à ton gamin que papa, maman, ils dorment dans leur chambre, enfin, papa, maman, et Mm. puis papa, papa, et maman, Oui, maman, on avait dit qu'on avait le droit, qu'on était en 2021. Mais voilà, comment tu expliques à ton gamin que bah, les parents ils dorment dans la chambre, que lui il est dans la sienne, que si ça va pas, qu'il a fait un cauchemar, il peut venir voir ses parents, que enfin, oui. tu vois, tous ces échanges-là, que quand tu es avec un tout petit, Tu les as? euh, Ouais. et que tu les as, et parce qu'il a besoin, cet enfant, d'être réconforté. Enfin, généralement, les premières interactions avec les bébés, c'est ça. C'est bah voilà, c'est sur du besoin enfin, fonctionnel, c'est-à-dire manger, changer la couche, prendre le bain, dire j'ai froid, dire j'ai mal, dire j'ai peur, j'ai fait un cauchemar, ou j'ai vu un chien dans la rue, ça m'a fait peur. Enfin, tu vois, toutes ces informations-là, c'est pouvoir les changer avec tes parents, et que tes parents puissent te rassurer en disant c'est pas grave, le chien il est Mm. gentil, on va changer la couche, t'as froid, bah tiens, on va mettre un petit pull. Enfin, voilà. Ces échanges-là, ils vont pas exister, quoi. Donc on est avec des enfants qui vont être frustrés, qui Oui. d'entrée de jeu vont être frustrés. Ils Oui, pourront donc, pas dire ce qui va pas, et les parents devront deviner les besoins, et les parents vont se sentir, souvent ils se sentent assez incompétents parce qu'ils ont des gamins qui sont agités, qui pleurent, qui crient, qui font des colères, et ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment gérer ces comportements-là. Puis ils se disent bon voilà, je suis un mauvais parent, j'arrive pas du tout à gérer mon enfant, ça va pas. Donc les parents se sentent très très mal, ils se sentent incompétents, et ils sont extrêmement stressés ben voilà quoi, c'est vas-y, va gérer un enfant qui tape des crises, et tu sais pas pourquoi, et tu sais pas comment le rassurer ni lui expliquer qu'il n'y a pas de raison de faire des grosses crises, tout va bien. ouais, ouais. Puis oui, du coup, ouais, c'est ça, tu pètes un câble, t'as des risques de décompensation, je suppose, aussi, Bah, pour ça les dépend ce qu'on enfants. entend par décompensation, c'est un peu un mot fourre-tout, je Ouais, trouve, c'est pour enfin, c'est décrire l'idée cette du, situation. ouais, du gros pétage de câble et tout, justement, enfin, t'arrives tellement pas à t'exprimer, en tout cas, comme tu le peux, parce que du coup, bah, si t'as que les Mmh. émotions, que les cris, c'est quand même assez limité, pour développer son expression. Donc du coup, bah, en fait, tu testes vraiment tout ce que tu peux pour communiquer, et parfois ça passe par des crises de violence ou de la mise en danger Bah, et tout pour qu'on entende, non? ouais, Vraiment, c'est ouais, c'est très ça, mais ingénieux, hein. non, non, c'est très pertinent ce que tu dis, hein. Il y a pas de mauvaise, réponse ou question, hein, t'inquiète pas. Je suis pas là pour dire si ce que tu dis c'est bien ou c'est pas bien. C'est clairement, c'est pas mon rôle. Non, mais c'est un peu, imagine-toi, tu vas, je sais pas moi, au Japon, tu parles pas un mot de japonais. Moi, je parle pas un mot de Mm. japonais, hein. Moi, je sais vraiment Moi rien non dire. plus. Tu vas au Japon, tu fais une crise d'appendicite. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu vas à l'hôpital. Déjà, faut que tu ailles à l'hôpital. Faut que tu te déplaces au Japon, hein. C'est pas évident quand tu parles pas le japonais, que tu sais pas lire. Ben, tu sais pas où est l'hôpital. Voilà. Et t'as pas genre les plateformes internet pour t'aider. T'as pas un Google Trad qui est là pour Ouais, t'aider, quoi. non, T'es tu tout peux pas. seul, hein. Puis T'es tout t'as seul. mal, T'as voilà. super vélo C'est bide. ça. T'es constipé. T'arrêtes pas de vomir. Et tu te dis genre ouais, je vais mourir. J'ai l'impression que ça va exploser dans mon bide tellement j'ai mal. T'as de la fièvre et tout, et puis voilà, et t'essayes de te faire comprendre, et t'y arrives pas, et puis bon, bah, si t'as de la chance, tu tombes sur un médecin qui est plutôt sympa et qui arrive vite à cerner le problème sans trop échanger avec toi, mais enfin voilà, t'imagines le stress, l'angoisse que c'est de pas comprendre ce qui t'arrive, d'être voilà, t'es dans cette détresse-là, t'as mal, physiquement, t'as mal, et puis tu te dis, ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réagisse, mais je sais pas comment réagir, parce que les gens autour de moi comprennent pas ce que je veux, comprennent pas ce que j'ai, tu vois. Ouais, alors on a Zikel qui nous dit 07, je suppose que c'est le numéro d'urgence au Japon. T'as pris l'exemple, évidemment, le modérateur a vécu au Japon en fait pendant 6 mois. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, tu remplaces ça par un enfant sourd de 3 ans et demi, 4 ans. Oui, voilà. Et puis je Voilà. pense que même si t'as le numéro, t'es pas forcément beaucoup plus aidé. Ah oui, on décroche. Oui, English? Non? Ah, L'English, aïe aïe espagnol. aïe, aïe aïe Aïe, 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 aïe. ouïe ouïe ouïe. Oui, 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 voilà. Bah ouais. Ouais, non, t'es coincé. Je sais pas si dans le chat vous avez des questions, vous avez le droit, hein, de poser des questions si vous Ouais, ouais, voulez, ouais. même quand on parle, c'est Il cool. n'y a pas de mauvaises questions. Enfin, vraiment, faut pas hésiter à poser des questions, même si elles vous paraissent Voilà. bêtes ou inutiles. Il n'y a pas de questions inutiles. Ah oui, non, non, et puis de toute façon, on en découvre toutes les semaines ici, Ouais, ouais, voilà, ouais. hein, ouais. Ouf, parce que je réfléchis, moi je n'ai pas de questions là tout de suite. En plus, j'ai un chat à côté qui demande de l'attention, donc c'est compliqué de tout gérer. Hein. Regarde, allez, redis bonjour. Dis bonjour. Voilà. Non, mais après, je pourrais peut-être vous en dire plus, peut-être pas forcément sur la surdité, le syndrome de privation langagière,
Enfin, on peut y revenir après, hein, pas de Ouais. souci. Mais peut-être sur le métier de psychologue, tout simplement, de Ah bah manière oui. plus générale. Et puis surtout, psychologue même avec des sourds, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je pense pas, mais c'est le. Non? En fait, Mais bah, vas-y. pour répondre à ta question, Heu, Théo, je pense que de base, pour revenir sur le métier de psychologue, en fait, Ouais, de base, très bien. parce qu'en fait, non, mais globalement, parce que ce dont je m'aperçois actuellement, ça fait pas longtemps que je suis diplômée, hein, Mm. et ce dont je m'aperçois actuellement, c'est que les gens ont une représentation du métier de psychologue qui est complètement, qui correspond pas du tout à la réalité. Après, enfin, c'est pas grave, hein, Mm. je pense que si on me parlait, je sais pas moi, du métier d'architecte, peut-être que j'aurais pas du tout la bonne représentation par rapport à la réalité. Donc en soi, c'est pas un problème, mais c'est vrai que chez les psys, déjà, on a un métier qui est extrêmement riche, c'est-à-dire que d'un psychologue à l'autre, vous allez avoir des gens qui vont pas du tout travailler de la même manière. Mais alors pas du tout. Vraiment, on est sur un truc qui a strictement rien à voir. Hein. C'est un peu comme si on comparait, je sais pas moi, un médecin français avec un médecin chinois ou un médecin qui fait de la médecine ayurvédique en Inde. Ils n'ont C'est. pas les mêmes critères diagnostiques pour les maladies. Ils travaillent pas Voilà. du tout avec les mêmes méthodes. Et voilà. Et globalement, psychologue, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand vous prenez rendez-vous avec un psychologue, si vous y connaissez pas du tout le milieu, dans le milieu de la psycho, bah, c'est un peu comme si vous preniez rendez-vous sur Doctolib et vous savez pas si vous allez avoir un Ouais. naturopathe, un cancérologue ou je sais pas, ou un médecin généraliste. C'est vraiment, on part sur un truc Ouais, complètement. ouais. Il y a malheureusement, bon, c'est un mal pour un bien et un bien pour un mal aussi, mais c'est un métier qui est extrêmement riche et varié. Donc c'est bien parce que du coup, ça permet de développer plein de techniques différentes. Mhm. C'est moins bien parce que du coup, bah, nos métiers ne sont pas spécialement unifiés d'une université à l'autre. On n'est pas du tout formés aux mêmes choses. Et du coup, bah, autant tu as certaines approches qui sont vachement adaptées pour certains diagnostics, certains troubles ou certains problèmes, hein. Par exemple, les troubles neurodéveloppementaux. Clairement, l'approche cognitive et comportementaliste, elle est clairement recommandée, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, pour d'autres choses, pour d'autres troubles, ça va pas forcément être le truc le plus recommandé. Mais ce que je constate, par contre, c'est que le contenu de ce qui se passe en entretien, alors Mhm. pour les gens qui ont déjà été voir un psy, peut-être un peu moins, mais pour les gens qui n'ont jamais été voir de psy, ce qui se passe en fait en entretien chez le psy, on dirait que c'est de l'ordre du secret d'État un peu. Faut surtout pas en parler, il faut pas dire ce qu'il y Mhm. a chez le psy. Et j'ai remarqué ça moi, dans la structure dans laquelle je suis, où bah, globalement j'expliquais à mes collègues, je dis, bah, écoute, moi je travaille avec des enfants, donc je travaille beaucoup avec des jeux de société, j'essaye Mhm. de travailler aussi bien des stratégies pour gagner à des jeux, mais aussi pour voir comment est-ce qu'ils vont être capables de me parler de certaines choses. Et, euh, et en fait, mes collègues m'ont dit, ça fait du bien d'avoir un psy qui nous explique ce qu'il fait en consultation, parce qu'il y a d'autres psys qui ne disent pas du tout ce qu'ils font en consultation. C'est Et vraiment genre, hyper secret. pour moi, Il faut pas. bah oui, mais pour moi, c'est normal. Enfin, t'as pas besoin forcément de parler du contenu, etc. Parce qu'il y a des choses effectivement qui peuvent relever du privé ou voilà où la Mhm. personne t'en parle et tout. Mais enfin, moi, j'ai jamais connu une seule structure où je ne savais pas à minimum ce que faisait la psychologue. Parce que en plus, surtout toi en tant que psychologue, tu connais le travail de tes collègues. Donc t'es sur une interdisciplinarité du coup qui est nécessaire. Si tu sais Ouais, pas ce que font tes collègues, bah tu fais peut-être pas une thérapie au top. Et inversement, sinon on sait pas vraiment ce que tu fais. Enfin, je me rappelle ouais, ouais. d'une je te laisse continuer après, mais je me rappelle d'une psy, c'était cet été, j'étais dans un foyer d'hébergement, et il y avait un jeune, vraiment, c'était incapable de vraiment, impossible de communiquer correctement avec lui. Enfin, il parlait très bien, etc. J'étais plus avec des sourds, mais vraiment, savoir si ça allait pas, plein de choses étaient difficiles. Et elle, en fait, son truc à elle, c'est qu'elle avait des coloriages énormes. Mais des trucs qui faisaient voilà, une feuille à trois et tout. Et en fait, pendant la séance, en gros, il prenait son coloriage et il parlait pendant le coloriage. Et elle nous Mm. avait dit ça, elle a dit, mais si vraiment il y a besoin de parler d'un truc important, elle fait, mais demandez-moi des coloriages, je vous file ma boîte de feutres, vous vous mettez dans une pièce et vous parlez avec lui, et il vous parlera en fait. Mais du coup, c'est que nous, on n'y pensait même pas parce que bah on l'avait jamais fait, on n'avait pas les Mhm. connaissances qu'il fallait, et puis elle dit mais si, ça fait 2-3 ans que je fais ça en fait, mais personne n'avait jamais demandé ça. Et par contre, il y a pas de problème, moi enfin, elle l'avait déjà expliqué, c'est juste que les collègues, je suppose, n'avaient pas entendu, mais bon, c'est Ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais, moi Mm. j'ai été assez Mm. étonnée, bah, déjà durant toute ma formation de psy Mm. à la fac, tu pas mal de cours théoriques où on t'explique, bah, le système cognitif, le développement du cerveau,
on t'explique les comportements des gens selon les contextes sociaux. Enfin, il y a un Mhm. peu de tout. Tu as de la psychologie sociale, de la psychologie clinique, on t'explique les troubles mentaux, la schizophrénie, etc. Mais en fait, on t'explique jamais vraiment à la fac, ou très très peu, on t'explique jamais vraiment qu'est-ce que tu fais en entretien. Et ça, Ouais. c'est un truc qui est hyper frustrant. C'est que peut-être t'arrives, t'as un master 2, tu te dis bon, ça y est, je suis bientôt diplômée, ils vont peut-être m'expliquer comment je suis supposée travailler Mhm. en entretien, quoi, en vrai, en face à face, voilà, dans le vif de l'action En pratique. et en pratique. Et en fait, très peu, Ok. très très peu. C'est, tu sors de la fac et tu dois un peu te démerder avec tes propres outils que tu dois créer toi-même. Tu dois aussi beaucoup te reposer sur les stages que tu fais. Mhm. Sauf que sur les stages, bah, je suis aussi tombée sur, certains psys qui voulaient pas du tout me montrer comment ils travaillaient parce que ça relevait du secret professionnel et que ma présence risquait de chambouler le patient et bon, ça m'a un peu étonnée. Je me Ah suis dit: oui. «Mais du coup, à quel moment je suis supposée, développer, développer mes Ouais. compétences?» Puis et puis, j'ai fait pas mal de enfin, j'ai eu la chance de faire d'autres stages, Mhm. où, j'ai quand même pu un peu voir le contenu, vraiment le vif du sujet et c'était hyper pragmatique, en fait. On travaillait vraiment à base de jeux de société, qui servaient alors il y avait un peu le même principe que ta collègue psy, où Mhm. en fait, on va défocaliser l'attention sur autre chose, tu vois? Donc ça peut être un coloriage, mais tu peux tout à fait faire ça en faisant de la cuisine, en te Mhm. promenant, tu vois, dans la forêt ou quoi, tu vois? Tu essaies de défocaliser l'attention sur autre chose et du coup, la personne, elle a tendance à parler beaucoup plus facilement parce qu'elle est moins dans la rétention, dans l'anxiété de dire: «Ah, Oui. ça, je vais parler, je vais dire une connerie, le psy va m'analyser, tout ça, ça va être horrible» et ça, c'est une technique qui est pas mal pour le coup, qui Ouais, marche ouais. assez bien chez les enfants et chez les Mhm. personnes qui ont des troubles neuro importants, ça peut être une bonne manière, de faire les choses. Mhm. Mais après, je veux aussi beaucoup travailler l'autonomie, tu vois? Heu, enfin, ça peut tout à fait se faire, une séance où c'est à base de: «OK, bah, écoute, on va prendre le métro, on va aller à Châtelet et puis, tu vas aller essayer d'apprendre à faire tes courses, comme une personne, lambda, quoi», Ouais. Ok. tu vois? C'est bien. Non, mais ça, c'est super. Mais c'est vrai que c'est des trucs, oui, je pense, auxquels on pense pas. Et du coup, ça donne presque l'impression qu'en fait, tu travailles pas vraiment parce que voilà, du coup, tu fais des courses, tu cuisines et tout. Je pense que tu as aussi même le. Alors que si, enfin, oui, c'est du travail, hein, que ce soit formel ou informel. C'est dans le médico-social, en tout cas, on le sait. Hein. C'est pour ça que nous, les éducs, on passe notre temps à fumer des clopes. Euh, et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, tu vois, je fais des blagues, mais je Il y sais a pas, beaucoup de mince. temps informel. Ouais, il y a beaucoup de temps informel, mais alors la suite, je sais pas. Non, mais ça va revenir. Ça va revenir. Peut-être j'aurai une fulgurance dans 5 minutes Mmh mh, mmh. sur ça. Mais là, j'ai un trou, un gros trou. Ouais, bon, bref, Bon, du coup, voilà. je peux continuer sur ma lignée, Hmm. ça tu me dis quand ça te revient. Mais Vas-y, vas-y. c'est assez étonnant de voir, comment, selon les écoles où on est, bah, il y a des psys où vraiment la consultation psy, c'est dans le bureau, c'est voilà, c'est dans le bureau, c'est en face à face et tu dois me raconter ta vie et Hmm. c'est forcément ça, l'entretien, c'est tu me racontes ta vie et je te donne, vaguement un feedback ou pas trop des fois, de feedback. J'ai eu des échos comme ça de psy où ça parle et puis en fait, le psy ne parle pas du tout pendant la séance. Bah Donc oui. Ok. écoute, chacun ses méthodes et par ailleurs, bah, j'ai pu me rendre compte qu'il y a des gens pour qui le cadre hyper formel où tu viens t'asseoir et on échange, bah, ça les fait complètement flipper, quoi. Ils sont là genre: «Attends, je suis assis devant le psy, il faut que je Hmm. parle, mais de quoi je dois parler?» Et du coup, moi, j'hésite pas à les sortir, un peu du cadre et dire: «Bah, ça te dit, on va faire un tour?» Moi, j'ai de la chance, du coup, sur mon lieu de travail, il y a des poneys. Ah putain, trop bien. Ah là là. Donc du coup, je suis là genre: «Ah, tu veux pas rester? Tu veux qu'on aille voir les poneys? Eh bah, vas-y, viens, on va voir les poneys». Tu passes ta journée du coup avec des poneys. Non, je j'aimerais bien, mais pas forcément. Donc ouais, ouais, je le métier de psy, enfin, c'est vrai que les gens qui vont consulter, en libéral, des psys, s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais quand on va chez un psy, on va pas du tout trouver les mêmes, bah, la même approche, les mêmes Hmm. outils que chez un autre psy. Heu, enfin, je me souviens que quand j'étais enfin, à un moment, j'étais allée au restaurant, quand les restaurants étaient ouverts. Ouais. J'étais pas encore diplômée et la serveuse avec qui j'ai vaguement sympathisé, enfin, elle était marrante et tout et elle me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis: «Je suis étudiante en psycho» et elle me dit: «Ah, j'ai fait une analyse pendant 7 ans, ça m'a fait énormément de bien» et en fait, d'un seul coup, elle s'est mise à me raconter, un peu toute sa life
Et je lui dis: «Ah oui, oui, non, mais d'accord, mais en fait, moi, je travaille pas du tout, de cette manière-là. C'est vraiment pas Mmh. mon moyen de faire». Elle était un peu étonnée, genre: «Mais enfin, je te parle d'un truc évident là, genre ça fait 7 ans que je fais ça avec mon psy et ça te semble pas, non, c'est pas limpide, tu vois?» Ouais, non, non, bah non, chacun son école, chacun, voilà. Et, Ouais, ouais, ouais. ah bah, attends, je sais ce que je voulais dire. Justement, quand tu parlais justement des cadres et tout aussi, il y a effectivement le détournement de l'attention, puis tu as aussi le fait que tu peux travailler des fois avec un public qui peut avoir des déficiences Mmh. intellectuelles ou autres, et du coup, pour qui effectivement c'est encore plus effrayant d'être voilà, d'être juste assis en face face à quelqu'un, et d'où l'intérêt de dire bah on va jouer parce qu'ils n'ont pas l'impression de faire Mmh. une thérapie. Enfin, même moi, je sais que pour avoir. J'avais suivi une thérapie à un moment. Je m'étais un peu chauffé. Je m'étais dit pourquoi pas aller chez le psy, c'est pas remboursé, c'est pas grave. Tant pis, j'ai 400 balles à foutre là-dedans. On y va. Et en fait, elle était. Enfin, on en rigolait beaucoup ensemble parce que justement, en fait, on parlait. Enfin, souvent, je parlais de ma vie, je parlais de plein de trucs que je faisais à côté et tout. Sans jamais rentrer dans le vif du sujet, mais parce que ça permettait de faire avancer la thérapie. Moi non plus, j'aime pas du tout être juste assis en face à face. Mais en fait, on en rigolait beaucoup parce que des fois, je disais, en fait, vous travaillez pas. Elle me dit, bah si, mais vous le savez. Enfin, on se taquinait là-dessus. Et c'est vrai que du coup, bah ouais, enfin, c'est le genre d'approche qui pour moi est super, super important de se dire non, c'est pas que un cadre clinique et tout quoi. C'est important d'être dans un lieu où tu te sens bien et de faire un truc où tu te sens bien parce que bah t'es parti pour 1 heure quoi à parler de toi, donc voire plus. Donc le cadre, je pense, est super important, quoi. Mmh. Ouais. Puis quand t'es avec des sourds, bah, le fait de parler la langue des signes, c'est super important aussi. Ça, Ouais, le cadre, enfin, moi, je sais pas, je suis moins rigide sur le cadre. Le cadre, c'est ton patient qui le définit, quoi. C'est vraiment ouais. ce dont il a besoin lui, quoi. Donc, si le cadre, c'est viser l'autonomie, par exemple, je sais pas, moi, oui, va aller faire tes courses, te déplacer, prendre le métro, aller au cinéma, tu vois, Mmh. bah, là, le cadre, si tu veux, c'est pas vraiment dans le cabinet, quoi. Mais non. C'est pas, non, on va prendre le métro. On va C'est prendre ça, le pour métro, puis ça. c'est toi qui vas me dire quand est-ce qu'on descend du métro, où est-ce qu'on va, hop, 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 tu fais tout ton programme, c'est toi qui le fais. Moi, je suis juste là au cas où tu te paumes et que tu es en galère, mais Mmh. voilà. Sinon, Donc, non. le cadre, il change vachement. Et finalement, le cadre, c'est pas moi qui le définis, c'est plutôt le patient, quoi. Mmh. Donc, Et question bête, enfin, moi je le sais quand même déjà un peu, parce voilà, on se connaît en vrai avec Pétronine, on s'est déjà vu, on a tout le temps de discuter et tout. Mais pourquoi toi t'es parti dans les études de psycho et tu t'es spécialisé dans la surdité? C'est pourquoi je la suis partie question. dans les études de psycho? Et surtout, pourquoi la surdité est derrière, tu vois? Euh, Bah, pourquoi la psycho? Ça m'a un peu pris comme une envie de pisser. Euh, mais Ouais. finalement, ça faisait sens. Ça faisait sens. J'ai un grand frère qui est autiste Mmh. et sourd. Ça, je sais pas si je te l'avais dit d'ailleurs. Je sais plus, mais Si, il me semble qu'on en avait parlé, ouais. mais ouais, j'ai un grand frère qui est autiste, mais autiste très sévère, Mhm. avec une déficience intellectuelle sévère et sourd. Enfin, il a 33 ans. Il va avoir, ouais, il a Ouais, 33, il va avoir 34. Il va avoir 34 ans et c'est comme, enfin, il est ultra dépendant. C'est comme un enfant, c'est comme un bébé, quoi. Dans sa ouais, tête, c'est un grand machin voilà, de 34 ans, quoi. ouais, J'ai enfin, voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait psycho. C'est vrai que mes parents, ma mère notamment, a beaucoup milité en France pour la prise en charge de l'autisme, mhm, puisqu'il y avait rien en France qui était proposé. Et en termes de psycho, ma mère, elle est allée dans les CAMS, elle est allée dans ces structures qui mhm. étaient des structures accueillantes de l'époque. Et globalement, le seul argument qu'elle avait face à elle, c'est que c'était de sa faute si son enfant était handicapé. Ah oui. Euh, Ah bah c'est la faute de la mère, hein, s'il y a des autistes, hein. J'ai lu ça dans un c'est la livre. faute. De toute façon, c'est la faute de la mère pour tout et n'importe quoi, Voilà. hein. Selon certains praticiens, c'est la faute de la mère. La mère a toujours tort. Voilà. Ouais. Ouais. Donc voilà, ma mère a été obligée de trouver un peu des alternatives, d'autres méthodes, d'autres approches qui puissent lui expliquer déjà qu'est-ce qu'il avait mon frère, parce qu'il n'y avait pas de Mhm. diagnostic, il n'y avait rien du tout. Quand elle a soupçonné la surdité, elle l'a dit à la psy, elle a dit non, non, mais votre enfant n'est pas sourd, il refuse d'entendre. C'est la surdité sélective. Oui, Voilà. oui, bien sûr, tout à fait. À 1 an et demi, tout à fait. Et donc ma mère s'est formée, en fait, finalement, elle s'est formée
aux approches modernes de l'époque. Alors les approches modernes de l'époque, c'est les approches modernes des années 80-90. Aujourd'hui, c'est un peu obsolète, mais à l'époque, en tout cas, c'est ce qui se faisait de mieux. Et elle s'est vachement formée et finalement, ça a fait partie de mon éducation aussi, où elle m'a beaucoup transmis tous ces savoirs sur la psychologie du développement et notamment sur le développement cognitif. Elle avait une approche qui était clairement cognitive et comportementale, ce qui est une approche plutôt minoritaire en France. Donc voilà, j'ai été introduit j'ai été introduit en fait à la psycho de cette manière-là. Alors pourquoi la surdité tu veux la version longue ou la version courte? Ah bah on peut partir sur la version longue, écoute, on a encore le temps, ça fait 1 heure qu'on est là, mais on a encore un peu le temps. Okay. Non, pourquoi la version courte? Enfin, pourquoi la surdité? Alors version longue, la version moi quand j'étais enfant, je ne parlais pas, j'avais ce qu'on appelle un mutisme sélectif. Ce qui est une forme de phobie sociale en fait, mais Ouais, niveau championne c'est olympique. élevé, ouais. Donc anxiété sociale plus, mutisme sélectif qui était extrêmement prenant. Et j'ai pas pu parler jusqu'à l'âge de 17 ans. Alors c'était un mutisme sélectif, c'est-à-dire que je parlais à mi-temps. Tu choisis Voilà, un peu à qui tu parles, t'as les contextes qui jouent. ouais, il y avait les contextes du coup où ça jouait. Il y avait des gens avec qui j'étais à l'aise pour parler et d'autres avec qui j'y arrivais vraiment pas. Et c'est pas que j'aimais pas la personne, c'est que j'y arrivais pas du tout. C'est vraiment mes cordes vocales se bloquaient littéralement dans ma gorge et je pouvais pas du tout. T'aurais pu me couper le bras à ce moment-là, il y avait aucun son qui sortait de ma gorge, c'était pas possible. Donc voilà, et ça m'a toujours intéressée. Je me suis toujours sentie pas proche des sourds, quoi. C'est un peu cliché de dire ça, mais le fait d'être bloqué dans la communication et d'avoir ce mode de communication qu'est la langue des signes, qui est une t'as pas besoin de tes cordes vocales pour parler en langue des signes. T'as juste besoin de tes mains. Et ça, je trouvais ça hyper chouette. Donc ça m'a plu tout de suite. Et j'ai été recrutée en 2013 à l'Institut national des jeunes sourds de Paris comme surveillante de nuit. Et j'ai découvert le milieu des sourds et ça a été une histoire d'amour. Voilà. Ok. Le fait qu'ils font du bruit quand même la nuit. Ils font du bruit la nuit. Ils se rendent pas compte du bruit qu'ils font. Ils sont très bruyants les sourds. Ah, ça c'est un enfer. Pardon. le foyer, c'était des fois t'es là genre, oh, quand même, parlez super fort là. C'est vrai que toi, tu bossais dans un foyer avec des sourds qui avaient des troubles associés, donc qui n'étaient pas forcément en pleine maîtrise de leurs gestes et de leur comportement. Moi, là où j'étais à Saint-Jacques, effectivement, les plus jeunes, on va dire les plus rebelles aussi, ils faisaient du bruit soit parce qu'ils s'en rendaient pas compte, soit parce qu'ils s'en foutaient royalement. Mais pour avoir travaillé au lycée, tu disais une fois à un sourd, je dirais alors ça par contre, quand tu fais ce bruit-là, ça fait hyper mal aux oreilles, il a arrêté de le faire. Il y avait quand même un respect mutuel. Ils s'adaptent, ouais, je sais. Oui, voilà, nous c'était. Non, nous c'était. Des fois, souvent, ils s'en rendaient pas compte et voilà. Après, on a eu aussi les cas de ceux qui viennent te hurler dans les oreilles sans signer. Et puis, là, j'ai pas compris. Ma première rencontre avec un sourd, c'était ça. Quand j'ai commencé à travailler à Saint-Jacques, je connaissais pas du tout la langue des signes. Et je me rappelle que je suis montée à l'internat. Il y avait personne encore à l'internat. Je suis arrivée un peu en avance pour déposer mes affaires dans ma chambre. Et il y a une jeune de l'internat qui est arrivée et qui voulait que je lui ouvre la clé de sa chambre parce que les portes des chambres étaient fermées. Et en fait, elle est arrivée elle m'a parlé à ça, enfin, elle était très proche de moi et en fait, elle s'est mise à parler très fort avec une voix extrêmement aiguë, donc ça faisait mal aux oreilles et de manière inintelligible. Je ne comprenais pas du tout ce qu'elle disait, mais vraiment pas. Et dans ma tête, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais quoi Comment je fais pour pas lui montrer mon malaise face à la gêne que c'était au niveau des oreilles, que ça faisait très mal aux oreilles. Et comment je fais pour lui montrer on a réussi à se comprendre, je sais plus comment, qu'elle voulait la clé pour la porte de sa chambre, donc j'ai fini par lui ouvrir et je me suis dit mais ils sont tous comme ça va être chaud quand même. On va mettre un casque anti-bruit. Ça m'a fait un peu peur quoi. Sur le moment, je me suis dit ils sont tous comme ça à te hurler dans les oreilles et à te parler de manière inintelligible. Mais en fait pas du tout. Après j'ai rencontré des sourds signants qui n'étaient pas du tout dans l'oral. Et même sans avoir la langue des signes, j'arrivais beaucoup mieux à communiquer avec eux. Parce qu'on passait par du mime, on passait par des choses très visuelles, très iconiques. Et on arrivait à transmettre les informations comme ça. Et elle, en fait, cette jeune sourde, c'est une sourde oraliste, LPCiste, donc c'est du code. Le LPC, c'est le langage parlé complété. C'est-à-dire qu'en fait, on va reproduire avec la main
sur le côté du visage, on va reproduire les sons, Les phonèmes. voilà, les Les phonèmes. phonèmes, les différents phonèmes avec la main. Et par rapport au niveau du visage, en fait. Je crois que les voyelles sont plus ou moins au niveau du visage et les consonnes sont représentées par les différents positionnements de la main. Et c'est là où ça m'a vraiment ça m'a fait tiquer, quoi. Je me suis dit: «Attends, quand même, j'arrive à communiquer beaucoup plus facilement avec un sourd signant qui est pas du tout dans l'oral, qu'avec un sourd Ouais. dont l'oral a complètement échoué». Parce qu'il y a peut-être aussi l'habitude de faire plus d'efforts, parce que même si l'oral a échoué, au final, les gens finissent par se faire Enfin, moi je le vois justement quand j'étais au travail, on avait des sourds qui oralisaient. Et avec le temps, en fait, je finissais par arriver à peu près à les comprendre sans signe, même si on utilisait toujours en plus, parce qu'il y a toujours peur du malentendu. Et puis même, enfin, on se disait tant qu'à faire, enfin, autant ils signent, donc autant enseigner. On va pas les forcer à parler. Moi, c'était un peu ma position. Et du coup, les gens s'adaptent en fait tellement à ton oral que du coup aussi, bah, tu vas pas chercher la langue des signes derrière, parce que le monde arrive à s'adapter à peu près à toi. Alors qu'en langue des signes, tu sais que de base, si tu n'oralises pas, en fait, les gens, c'est soit ils te parlent pas, soit ils vont devoir s'adapter à toi. Donc il y a peut-être aussi plus d'efforts qui est fourni à ce moment-là, et une volonté en tout cas de le faire plus facilement, de dire bah si tu fais l'effort de communiquer avec moi, je pense comme dans toutes les langues, mais si tu fais l'effort à ce moment-là, en m'expliquant que tu comprends pas tout ce que je te dis et on y va petit à petit, tu as plus facilement la patience et la volonté. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui en ressort des interactions que j'ai eues, où, surtout quand je débutais, quelques-uns qui étaient oralistes, bah, globalement, ils me parlaient, etc. Et puis ça allait, on s'en sortait. Et ça pouvait être compliqué pour eux de signer, mais fallait vraiment que ce soit moi qui m'adapte à 100%, et ça pouvait pas être autrement si on voulait discuter. Alors que justement, celles et ceux qui signent, ils disaient bon ok, je peux faire l'effort de signer plus lentement, de te réexpliquer, d'épeler et tout, parce que en face, bah moi j'essayais aussi de dire bah voilà, j'ai envie d'apprendre, donc les signes que tu me donnes, je vais essayer de les réutiliser, on va essayer de communiquer. Et bon, après c'est un point de vue peut-être un peu audiste hein, de dire ça, je sais pas, mais Ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est le globalement sentiment. la langue des signes, c'est un peu le moyen de communiquer qui est le plus égalitaire, parce qu'un sourd peut toujours faire, l'effort de signer plus doucement, Mm. d'utiliser une langue des signes peut-être plus iconique, plus imagée, tu Ouais, vois? Même passer par le mime, de temps en temps un peu l'écrit. Tandis que des sourds oralistes où il y a un échec de l'oral, mm. le sourd il a enfin, c'est il a beau essayer de passer par autre chose, que le enfin, s'il reste que dans l'oral finalement, voilà, il dit une phrase, tu la comprends pas, il essaye de te la dire autrement, bah, tu la comprends toujours pas, enfin, tu vois, l'effort là, Il est énorme. l'effort il vient que de la Mm. personne, que de la personne sourde qui essaye d'oraliser pour toi, qui est entendant, et il y a un échec, quoi qu'il arrive, il y a échec de communication, quoi. Mm. Bah, ouais, je sais pas si c'est exactement ce que tu entendais, mais Si, un petit peu aussi, oui. Puis oui, c'est ça, je pense, oui, t'as pas eu l'habitude et tout, donc c'est difficile de passer à autre chose pour toi. Même avec beaucoup de bonne volonté, on fait au mieux hein, aussi. mmh mh, mmh. On fait au mieux chacun de notre côté. Mais sinon, pour revenir à ce que tu disais au tout début, de nos échanges par rapport aux parents, les parents, ils ont un rôle qui est ingrat, je trouve, Mm. je me suis intéressée quand même aux parents parce que moi, ce qui m'a choqué beaucoup dans ce que j'ai pu entendre ou certaines choses que j'ai pu lire, Mm. c'est que les parents étaient quand même vachement jugés. Ils se Oui. sont vraiment mis comme étant des coupables et bah, moi ça m'a fait tiquer, tu vois? Parce que quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai pensé, à ce que ma mère a pu se prendre, quand elle cherchait un diagnostic pour mon frère, Mm. qu'elle cherchait une prise en charge et que, bah, tout ce qu'elle avait comme retour, c'était: «C'est de votre faute madame, votre enfant, il est comme ça parce que vous l'avez rejeté ou parce que vous l'avez trop aimé, c'est soit l'un soit l'autre» Et on devient et sourd parce qu'on aime trop. Pardon. voilà. De quoi? On devient sourd uniquement voilà, parce qu'on est trop aimé. C'est le cas de tous les sourds que je connais. Voilà. Ah bah, oui, c'est ça, ils Leurs sont parents tellement aimés qu'ils en deviennent sourds les ont aimés, et malheureusement. donc moi ça m'a fait tiquer. Je me suis dit: «Quand même». Effectivement, j'étais interpellée par le fait que les parents n'apprennent pas la langue des signes, que parce qu'ils étaient présentés comme ça, c'est les méchants parents, ils Mm. apprennent pas la langue des signes, ils attendent de leur enfant qu'ils parlent, ils refusent la langue des signes, ils refusent la surdité de leur enfant parce que, ils veulent pas d'un enfant imparfait. Mm. Donc ils étaient décrits comme ça et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, tous les parents, ils sont monstrueux comme ça».
Je peux entendre qu'il y en a quelques-uns qui, oui, c'est des Mm. parents, il y a des mauvais parents, ça C'est existe, des ça, parents qui sont horribles avec leurs enfants, ça mais existe. ça, ils sont pas spécialement sourds entendants, ça arrive. Euh, voilà. Et du coup, je suis quand même allée, bah, je suis allée les voir pour mon sujet de recherche de M1. Mhm. Je voulais vraiment les rencontrer, ces parents, quoi. Je m'attendais à tomber sur des monstres, et en fait, pas du tout. Je suis tombée Ouais. sur des gens qui étaient hyper fins, hyper sensibles, mais ce qui contacte, enfin, ce que j'ai pu remarquer, c'est que même ils avaient tous essayé d'apprendre la langue des signes, mais ils se sont confrontés à un problème, c'est que il n'y a pas de cours de langue des signes pour les parents avec un Mm. bébé. C'est-à-dire que si tu veux apprendre la langue des signes, tu vas genre à IVT, ce que j'ai fait, Mm. et j'ai appris plein de vocabulaire, hein. J'ai appris tout un vocabulaire sur la justice, la préfecture, etc., sur la santé. J'ai appris plein de choses. J'ai appris des expressions typiquement sourdes. J'ai appris la syntaxe et la grammaire. Mais la question, c'est comment tu fais pour raconter des comptines à ton bébé? Comment tu fais pour... voilà, tu vois, des cours qui sont Oui. vraiment focalisés sur l'enfant avec son évolution, voilà, son développement qui va être basé au départ sur les premiers besoins de l'enfant, puis petit à petit, on va partir sur du vocabulaire un peu plus évolué. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de cours comme ça. Les parents, en fait, les Ouais, seuls non. cours qu'on leur propose, c'est des cours qui sont hyper techniques. Et pas de, pas C'est de, les cours. ouais, et pas de structure adaptée et tout. C'est peut-être ce qui a pu expliquer aussi voilà, l'explosion du bébé signe. Moi, j'avoue que je tiens ça en horreur, hein, énormément. Absolument. Le bébé Euh, signe est venu vraiment c'est- compenser ce besoin, enfin, ce Mm. besoin qu'avaient les parents sourds. Alors, le bébé signe, il n'est pas forcément bien vu par la communauté sourde et par les gens qui défendent la langue des signes parce que, alors déjà, de un, c'est pas vraiment de la langue des signes parce qu'on est sur des signes, du vocabulaire Ouais, simple, toujours accompagné de la voix. Donc, tu peux oublier la syntaxe et la grammaire, il n'y en a pas. On n'est que sur du ouais, ouais. mot C'est et on du mot vient par-ci vraiment. par-là, ouais. C'est du mot par-ci par-là. Et la deuxième chose, c'est que le bébé signe, il est proposé dans plein de crèches maintenant. Ça s'est vachement démocratisé. Il y a beaucoup de parents qui veulent se mettre au bébé signe. J'ai ma cousine qui a accouché il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit ah, je vais faire du bébé signe, c'est trop bien. Je lui dis bah vas-y, fais du bébé signe. Donc elle voulait se former au Mm. bébé signe et me demander s'il y a des structures qui font du bébé signe. Donc c'est un truc de bobo un peu, je trouve. Oui, oui. Mais c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose à faire du babysitting avec des enfants. Le problème, c'est que c'est proposé presque comme une évidence pour les enfants entendants, mais les enfants sourds Oui. n'ont toujours pas accès à la langue Ah des mais non, signes. Ça, non, c'est non, vraiment problématique. non, non, absolument Donc, pas. voilà, c'est pour ça que le babysitting fait débat. En partie, c'est pour ça qu'il fait débat. Mm. Après, en attendant, la seule alternative qui est proposée aux parents actuellement avec un tout petit bébé, c'est le babysitting. Et c'est ça. Il n'y a pas de cours de langue des signes pour les enfants sourds. Ouais. Il y en a très très peu. Il y a Mm. quelques petites associations voilà, qui poussent un peu comme ça à droite à gauche, mais pas tant que ça. Mm. Et puis il faut Donc être, les voilà. parents font face à cette Ouais. carence pédagogique, carence de formation en fait. Il n'y a pas de formation adaptée. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les parents, en fait, quand l'enfant commence à parler, parce que l'implant a bien Mm. fonctionné, que l'oral est bien, et ben, ils arrêtent de signer parce Oui. que spontanément, ils disent bon, il n'y a plus besoin de signer, notre enfant il parle. Il y a un abandon alors que non, pas du tout. Enfin, la communication bimodale justement existe et puis c'est important parce que l'enfant après s'il se retrouve, il va sûrement se retrouver avec d'autres sourds à l'école ou au travail, enfin on sait Ouais, pas où dans sa vie, donc il aura besoin de garder cette langue. C'est ouais. Mais c'est ils le du font pas. C'est pas quelque chose non non c'est pas fait. de conscient en fait. Mm. C'est Mm. vraiment, c'est vrai que ils signent. Moi, j'avais une famille qui me disait, ben nous, on essaye de signer, on voulait garder la langue des signes avec notre petite Mm. parce qu'ils étaient dans bébé signe. Et ils ont dit, on voulait garder la langue des signes avec notre enfant, sauf qu'elle nous répondait à l'oral. Et du coup, ça faisait que bah, les parents n'avaient pas d'apport en langue des signes, c'est-à-dire qu'ils restaient vraiment au niveau bébé signe. Mm. Or, bah, leur fille, elle allait dans une école spécialisée, enfin, elle avait des cours de langue des signes, elle a un bon niveau de langue des Mm. signes. Mais du coup, elle leur répondait à l'oral, elle leur répondait pas en langue des signes, ils étaient très frustrés. Et ils disaient, mais nous, on veut apprendre la langue des signes, on veut la parler avec toi. Et elle a dit, mais non, non, vous êtes des entendants, quoi. Enfin, avec vous, je vais parler, mais je vais pas signer, quoi. C'est juste, Oui, c'est ouais. Puis après, si c'est une ado aussi, elle se rebelle, on sait jamais. Il y a de la construction d'identité derrière. Il y a beaucoup de choses qui jouent sur le fait ouais. d'utiliser ou non la langue, d'être oraliste ou non. Donc, Mais ouais. du coup, voilà, il y a cette difficulté-là des parents. Il y a aussi le fait que bah, les formations en langue des signes, pour les parents qui sont hyper motivés, qui se disent, ouais, je vais faire IVT ou visuel ou académie LSF, Mm. bah, tout de suite, il faut compter dans les 250-300 € la semaine de Ah oui, formation. ça C'est hyper cher. ça coûte Enfin, un bras et il faut un mois de formation minimum pour avoir le A1. C'est bah, même c'est ça, pas, voilà. quoi. C'est-à-dire que c'est même Et pas en puis, il 5 faut, jours que tu en sors.
Et il faut à côté de ça, il faut fréquenter des sourds, faut aller dans les cafés signes, Mm. faut, tu vois, faut quand même, faut y mettre du sien, quoi. Donc moi, je pense que quand t'es parent, que t'as entre 35 et 45 ans et que t'as un enfant sourd, t'as peut-être pas que ça à faire Mm. de ton temps libre que de faire des formations et de passer tes week-ends dans des cafés signes. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais étudiante, mais j'étais étudiante, j'avais un peu que ça à faire, si tu Mm. veux. Genre, Ouais. je faisais mes formations quand j'avais des vacances, les vacances universitaires, tu vois, c'est à peu près tous les mois et demi. Et puis, bah, mes week-ends, si tu veux, bah, j'étais étudiante. Les week-ends, je faisais la fête et bah, je faisais la fête avec des sourds. Donc, c'était facile pour moi de Mm. l'apprendre, la langue des signes comme ça. Mais quand t'es un vieux, enfin, t'es même pas Mm. vieux, c'est mais juste quand t'es, ouais, quand t'es parent, que t'as un, deux, trois gamins, que tu bosses toute la journée, bah, le week-end, t'as peut-être pas envie de partir dans des cafés signes parce que la question, c'est bah, qui garde les Mm. enfants. Bah, tu vois, c'est hyper Ouais, compliqué. Il y a ouais, il y a beaucoup d'attentes c'est des c'est- c'est- parents. c'est beaucoup de travail aussi avant que ça devienne fun. Enfin, moi, je me rappelle de mes premiers cafés signes. Clairement, c'était pas la joie du tout. J'en ai fait les tout premiers sans signer. Après, j'ai fait une grosse pause en me disant je vais attendre d'aller au travail, de récupérer du vocabulaire, d'y retourner. Mais les premiers que j'ai fait sur les 2, 3 premiers mois, c'était vraiment l'enfer parce qu'en fait, souvent, bah, je buvais ma bière en regardant des gens. J'échangeais très peu parce que j'avais peu de vocabulaire et donc bah, ça gonflait les gens aussi. Ce que je peux comprendre, hein, de pas envie de me parler, ok. Et du coup, ça peut être aussi super démotivant. Parce que tu sors par exemple de l'IVT en te disant putain trop bien, je viens de l'IVT, j'ai appris tout ça et tout. Et là, t'es confronté aux gens qui parlent langue des signes telle qu'ils la parlent, qui a un côté bien moins, des fois structuré, bien moins. Enfin, t'as un peu d'argot, t'as des trucs comme ça qui interviennent dedans, d'autres façons de signer. Et toi, tu sors de l'IVT où tout est clean, tout est propre, vraiment, et t'arrives là, et en fait, non, la vraie vie, c'est pas du tout ça. C'est comme quand tu prends des cours de langue et que t'arrives après avec tes interlocuteurs qui parlent une autre langue, et t'es complètement perdu, alors que t'as passé peut-être un an à apprendre la langue, et t'as juste l'impression d'être nul, alors que non, juste t'es passé par le côté très scolaire, quoi, Et de la langue. puis surtout, les profs de langue des signes que j'ai pu, tous les profs de langue des signes que j'ai pu voir, tous les professionnels sourds de la langue des signes, donc profs de langue des signes, médiateurs sourds, éducateurs spécialisés, vraiment, ils ont un niveau de langue des signes qui est généralement ceux que j'ai rencontrés avaient un excellent niveau de langue des Mmh. signes. Ils sont très agréables à suivre. Ils ont une langue des signes qui est visuelle, qui est épurée, qui est, enfin, tu vois, tu Ouais. sens qu'il y a une vraie richesse de la langue. Tu sais, c'est un peu comme si tu écoutais la BBC en anglais, tu Ah, vois. c'est. T'as l'accent londonien parfait, t'as une espèce de truc un peu universel, d'anglais universel, tout le monde peut Mmh. le comprendre, quoi. Et puis, tu te retrouves face à des sourds qui n'ont jamais eu de cours de langue des signes, certains qui ont un syndrome de privation langagière qui n'est pas diagnostiqué parce qu'il n'y a pas de diagnostic encore qui est effectif en Mmh. France. Et tu vois, et toi, tu es là, et moi, genre, au début, ça me faisait douter de mes propres compétences en langue des signes. Je me disais, c'est fou, je sors de IVT, je Ouais. comprends le prof à la perfection, je comprends tout ce qu'il dit, et sa langue des signes, elle est fluide, c'est très imagé, c'est très visuel. Et puis, je vais dans des cafés signes, alors selon les personnes qui sont dans les cafés signes, mais tu avais des sourds qui n'avaient Mmh. pas du tout un bon niveau de langue des signes. Et du coup, ils disaient des phrases trop bizarres, quoi. Et je me disais, mais en fait, je suis trop nulle en Ouais. langue des signes. Je comprends Alors. pas. J'ai fait une super formation. J'ai ça aussi en consultation avec certains patients sourds qui n'ont pas un niveau de langue des signes. Je parle pas des enfants. Bon, les enfants, c'est Oui. normal quelque part qu'ils aient pas un bon niveau de langue. Ça reste des enfants. Mais quand tu es face à des adultes, à des patients adultes sourds, et que tu es là, tu te casses la tête à essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et la syntaxe n'est pas respectée, la grammaire n'est pas respectée. Te font ils mettent les signes les uns après les autres. Et Ouais. c'est à toi de trouver l'ordre des signes dans la phrase, quoi, et de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient dire à la base. Non, Et c'est ça, un c'est vrai. très, très difficile. Et, et c'est vrai que parfois, moi, je me remets en question. Je me dis, mais j'ai baissé mon niveau de langue des signes. Puis en fait, Ouais. finalement, je fais intervenir parfois d'autres sourds quand je suis vraiment bloquée. Mmh. Donc des collègues profs de langue des signes, médiateurs ou autres, enfin d'autres, des collègues sourds. Ouais. Et je vois qu'ils arrivent à échanger. Et du coup, il y a le collègue me fait un petit peu une traduction. Et à la fin, il me dit non, non, mais en fait, la personne, elle n'a pas du tout un bon niveau de langue des signes. Hein. Elle a une langue des C'est signes vraiment de cours de récré. ça te Elle est restée rassure. en CM2, quoi, tu vois. C'est ça. Tiens, bah, je voudrais revenir sur un dernier truc. On parlait tout à l'heure des mauvais parents, etc. Tu avais parlé justement des parents où les ORL disent ça sert à rien la langue des signes et tout. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi le côté un peu, entre guillemets, acharnement thérapeutique? Alors, j'y pense parce que là, j'ai une anecdote en tête. J'avais une collègue.
Sa nièce avait une surdité assez légère, qui risquait de s'aggraver, mais enfin vraiment le truc, elle allait quand même entendre un petit peu toute sa vie et tout, donc elle pouvait être dans l'oralisation, etc. Donc elle était sourde, donc elle communiquait avec sa nièce en langue des signes, et globalement ça se passait bien, la petite avait peut-être 4-5 ans, et les parents en fait ont insisté pour l'implant cochléaire. Donc il y a un truc, on en avait déjà parlé, ouais, l'implant en plus ça coûte une blinde, c'est assez mal remboursé. Là il y en a pour 40 000 € de mémoire. Donc ils En, ont en France, c'est remboursé l'implant cochléaire. pas complètement par la Sécu, Ah en ouais? partie par la mutuelle, mais on avait regardé les moins chers vraiment. Les moins chers que tu trouves, c'est à peu près 2 000 € par oreille, sans compter la rééducation derrière. Et c'est remboursé, je crois, à hauteur de max 20%. C'est vraiment pas si énorme que ça en fait. Faut que t'aies une très bonne mutuelle. Et souvent d'ailleurs la rééducation derrière est tellement longue qu'en fait tu débourses beaucoup. C'est pas, tu peux pas payer un implant juste comme ça. Et là, ouais, non, non, je dis 40 000 ou 4 000? 4 000 peut-être, 4 000, pas 40 000. Je pense que j'ai quand même exagéré le truc. Mais enfin, en 4 ou 6 000 €, donc ils avaient fait une cagnotte en disant est-ce que vous pouvez faire ça? Et ma collègue en avait parlé en disant mais je comprends pas trop en fait pourquoi vous le faites, parce qu'elle signe avec moi, ça va, puis elle est vachement petite, donc elle est pas forcément consentante pour l'opération, donc vous lui mettez un implant, et les parents étaient là genre non, 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 c'est ce qu'on veut, c'est ce que les médecins ont dit, donc ils sont partis là-dedans. Malheureusement, ça arrive, infection au niveau de l'implant, donc il a fallu le retirer. Et en gros, à ce moment-là, elle en parlait, disait peut-être que la bonne chose c'est de le retirer, de laisser cicatriser, puis elle verra plus tard, tu vois. Enfin, ça fait chier d'avoir perdu 4000 balles, mais bon, on va pas plus loin. Et en fait, les parents sont tombés dans une forme d'acharnement là-dessus, à retourner chez les médecins qui disaient on peut refaire, mais bon, enfin voilà, il y a toujours des petits risques qui existent, on peut encore endommager la cochlée plus, enfin, ça peut vraiment aller plus loin, même si on sait faire. Mm. Et malgré en fait tout ça, et d'autres sourds même qui disaient aux parents peut-être que voilà, patienter vraiment. Surtout que la gamine, vraiment, apparemment, des échos que j'avais, avait l'air plutôt bien dans sa vie, quoi. Enfin, qu'elle ait un implant ou pas, ça avait l'air d'aller. Elle avait des copains, elle jouait, enfin, comme un enfant vraiment lambda. Et en fait, les parents vraiment ont continué à faire cagnotte sur cagnotte sur cagnotte sur cagnotte. Et je pense qu'il y avait justement peut-être un moment un déni et se dire, en fait, non, on l'a fait, on veut que ça marche. Parce qu'en fait, sinon, ça voudrait dire qu'on a eu tort depuis le début ou quoi. Et il y a peut-être ça aussi qui joue dans le fait que on prive les enfants de leur langue parce que t'essayes des solutions puis ça marche pas, mais en fait t'as perdu du temps à essayer ça. Donc t'as perdu du temps sur l'apprentissage de la Mm. langue des signes, Mhm. sur une intégration dans des milieux spécialisés. Et donc en fait juste tu persistes là-dedans jusqu'à en fait qu'il soit beaucoup trop tard. Et en gros, si l'implant au final marche pas pour cette petite, j'espère qu'il aura marché au final vu comment ils avaient l'air à fond dedans. Enfin, je peux que lui souhaiter ça. Mais du coup, elle va se retrouver en fait en ayant grandi, en ayant subi plein d'opérations qu'elle a peut-être pas aimé, en entendant, quand on voit comment entendre les implants non plus, c'est pas la fête du slip. Et c'est une expression scientifique. Et derrière, du coup, si elle veut se mettre à la langue des signes, elle aura perdu des années en fait, alors que ces milliers d'euros, on aurait pu les foutre dans une formation en langue des signes, quoi. Pour les parents, puis pour elle, quoi, Ouais. tellement il y avait de thunes. Ouais, oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur l'engagement, en fait. Tu vois, tu Mm. t'engages dans un truc, tu t'engages sur l'implant cochléaire, tu t'engages financièrement, tu t'engages sur un projet et avec une certaine idée de quel va être l'objectif de ce projet-là. Puis finalement, non, ça marche pas et du coup, tu retentes, quoi, tu vois. Mm. Tu retentes encore et encore et encore. C'est un peu, l'image, c'est un peu comme, tu sais, quand tu rentres dans un immeuble, tu appuies sur le bouton de l'ascenseur, puis l'ascenseur, il met 3 plombs à venir. Ouais. Et tu dis, qu'est-ce que je fais? C'est au 8e étage. Est-ce que j'y vais à pied ou pas? Et t'es là dans le doute en disant, genre, maintenant, je continue d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur jusqu'à ce qu'il Ouais. vienne parce que là, ça fait déjà 5 minutes que j'attends et je suis sûre que quand je serai montée, paf, ça marchera. Enfin, c'est un peu cette idée-là, quelque part, où tu dis, bon, on va tout miser sur l'implant, Mm. euh, la réhabilitation orale, enfin, implantatoire, orthophonique, quoi. Mm. Et puis, tu donnes tout à fond là-dessus. Et quand tu vois que ça marche pas, ça fait mal parce que tu dis, ça fait des années et des années qu'on est Mm. là-dessus, on a tout investi financièrement sur ce truc-là et finalement ça marche pas. Donc effectivement, ça peut être compliqué à ce moment-là de te dire bon ça n'a pas marché, on fait autre chose. Mm. Là, ça demande effectivement une certaine flexibilité mentale en se disant bon voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, ok, on fait autrement. Ça peut être très difficile Ouais. à faire à mettre en place pour des parents. Surtout si les médecins leur ont promis monts et merveilles en disant Mm. votre enfant, la langue des signes, il n'en a pas besoin, puisque de toute façon, il parlera comme un Ouais. entendant. Il entendra normalement. Oui, bah oui, bien sûr.
Ouais, moi, j'ai jamais entendu, il entendra normalement, mais il Ouais. parlera normalement, et Mm. ça, je trouve que c'est aussi mentir. Oui, bah oui, tout à fait. Enfin, même, C'est même avec le meilleur entraînement et tout, à un moment, si t'entends pas ta voix. D'ailleurs, on le voit, j'avais lu un article il y a longtemps dessus qui expliquait que les personnes, par exemple, entendantes, donc qui avaient entendu toute leur vie, qui perdaient l'audition très très tard, genre à 40, ouais, 50 ans, soit accident ou bref, elles continuaient à oraliser normalement pendant plusieurs mois, plusieurs années, et en fait, à force de ne plus s'entendre, automatiquement, les phonèmes changeaient. Ce ouais. qui est le cas aussi pour les sources, ils sont jamais parfaits, genre sur les lettres, le R, je crois que c'est le R et le T, non ou le H, je sais plus quels sont les sons, où ça déconne un peu, où c'est un peu compliqué pour eux. Et ils disaient en fait que même voilà, des personnes qui avaient entendu toute leur vie, bah en fait au bout d'un moment si t'entends plus, ta voix, ton volume tu le contrôles plus, tes intonations tu les contrôles plus, et en fait tu finis par parler avec le fameux accent sourd dont tout le monde parle, alors que t'as jamais été sourd de toute ta vie quoi. Donc Mm. c'est un travail de tous les instants quoi. Et puis c'est des gens qui souvent derrière refont pas d'orthophonie et tout parce que tu te dis bon bah j'ai 50 ans, je vais pas repartir là-dedans quoi, je vais lire, je vais pointer, voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a une forme, enfin, j'entends ce que tu dis par acharnement Mm. thérapeutique. Je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que c'était, Ah, c'est parti de la tête. chacun Désolée, son tour, voilà. chacun son tour. Chacun son tour. Non, parce que tu me parlais d'acharnement thérapeutique. Euh, Non, après, je pense qu'il y a aussi une forme la représentation mentale de ce que tu te fais de la surdité, Oui. tu vois. Pour certains parents, quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire être sourd, avant même qu'ils aient un enfant sourd, enfin, pour beaucoup de gens, tu leur dis qu'est-ce que ça veut dire être sourd, ils Mm. vont dire bah ouais, sourd, tout de suite ça rime généralement avec un handicap. Parfois ils te parlent de langue des signes, etc. C'est quelque chose qui est déjà présent. Mm. Et puis quand on leur annonce le diagnostic de surdité de leur enfant, on leur explique pas du tout la surdité comme quelque chose qui correspond à l'image qu'ils pouvaient s'en faire avant. Mm. Et du coup, ils vont pas forcément investir la langue des signes parce que pour eux, voilà, leur enfant il est sourd, oui, mais il peut parler. Tu vois, on leur a Ouais, peut-être c'est dit votre ça. enfant est sourd, oui, mais il pourra parler. Oui, oui. Et du coup, la question de la langue des signes, en fait, finalement, elle se pose pas. Mm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois C'est que le. pour moi, il y a un peu une espèce d'écart entre ce que tu te représentes de quelque chose et comment c'est réellement. Mm. Il y a des parents, par exemple, j'ai des collègues à moi qui me disent, en parlant de certaines familles, je pense que c'est cette famille-là, ils sont dans le déni. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi ils sont dans le déni? Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, ils disent, bah oui, notre enfant, il est pas sourd, il entend. Ah oui, effectivement, la plupart des sourds, ils sont pas sourds profonds, Oui. en mode cophose, où il y a rien, de rien, de rien. La plupart des sourds, ils sont sourds sévères. Mm. C'est-à-dire que si tu tapes très fort à côté d'eux avec un truc en métal, ils vont l'entendre, quoi, tu vois, ils vont se retourner. Oui. Et puis si tu leur mets même un petit appareillage simple, bah, généralement, il y a quand même une récupération. Donc effectivement, ils vont dire, mais non, mon enfant, il est pas sourd, il entend. Mm. Alors que Oui, bah si, enfin, ouais. Et puis surtout, oui, on fait toujours le lien surdité oralisme. Enfin, on a encore le terme sourd muet qui est très souvent utilisé, même sourd et muet au lieu de sourd ou muet plutôt. ouais, ouais, ouais. C'est très utilisé et c'est vrai que justement des fois t'en as même qui sont surpris de dire mais attends t'es sourd et tu parles et tu es là à rappeler bah en fait y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que si ma Ouais. cochlée est niquée, bah mes cordes vocales marchent très bien et inversement. Si je suis mutique, je suis pas sourd. Je sais que j'avais rencontré quelques personnes mutiques avec qui on discutait et qui me disaient il y en a beaucoup qui pensent que du coup j'entends pas alors qu'en fait si. Enfin elles peuvent me parler normalement et puis moi je leur réponds à l'écrit, en mime. On fait encore beaucoup ce lien dans notre tête et je pense que ça c'est un long chemin avant qu'on arrive un Bah petit ouais. peu à en sortir. Mais qui fait que du coup, oui, voilà, les parents, je pense, te disent, bah oui, il parle, il entend. Mais on a le même problème avec l'autisme. Mm. Avec l'autisme, quand tu annonces un diagnostic d'autisme à une famille, selon la représentation qu'elles s'en font, bah, en fait, globalement, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de représentation au Mm. niveau de l'autisme. Soit tu as l'autiste génie, Oui. attention, il va parler 26 langues, il va être hyper fort en maths, ça va être un Rain Man, tu vois. Ou alors inversement, autisme, bah, tout de suite déficience intellectuelle, handicap hyper lourd. Et du coup, quand tu dis, enfin, quand j'annonce à des parents, ça m'est déjà arrivé de le faire, de leur dire voilà, vu l'évaluation, le bilan qu'on a fait, Mhm. là votre enfant il rentre dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme. Mm. Il faudrait du coup faire les démarches auprès d'un psychiatre, etc., pour approfondir le diagnostic, pour vraiment le valider de manière médicale. Et il y en a qui vont se dire ah, mais je comprends pas, pourtant il est intelligent. Ben oui, Oui, c'est ça. il est intelligent, on n'a pas dit l'inverse. Mais ils Mais c'est discutent, juste oui. en termes d'interaction sociale, on voit bien que c'est compliqué, quoi. Il n'est pas du tout dans l'échange, il est un peu monoïdé en boucle sur ses trucs. Mm. Voilà. Donc Oui, il va avoir.
Et inversement, moi, quand je dis aux gens que j'ai un frère autiste, beaucoup me disent: «Ah d'accord, c'est quoi son super pouvoir?» Je dis: «Bah écoute, il joue avec sa balle, Ce voilà, qui est déjà c'est bien, enfin, c'est ce super, qu'elle attends. est bien, tout va bien Pardon? et au moins il Je- peut au moins il J'aime, peut jouer avec quelque chose je- finalement». moi j'aime bien jouer avec des balles aussi, donc mais oui, non, mais oui, je vois. Bah, de toute façon, là, enfin, moi je l'ai découvert en plus en rentrant. Maintenant, je suis dans l'autisme, dans une Ouais, structure spécialisée là-dedans. Et effectivement, on a ça. On en a un justement d'ailleurs, c'est très intéressant. Bah, je dérive. Je pense on est vers la fin, donc je dérive. Qui lui a eu un diagnostic très très tardif à 18 ou 19 ans. Et donc il a aujourd'hui 26 ans. Et en fait, c'est très marrant parce qu'il fait super bien illusion. C'est-à-dire qu'il a réussi, par exemple, il était dans une asso de cinéma, il a produit des courts-métrages, il était en contact avec des acteurs pour faire des projections et tout. Il a fait son dossier d'appart HLM. Enfin, il a plein de choses qu'il a conscientisé. Il sait faire un budget, il sait compter et tout. Par contre, effectivement, interaction sociale, ça lui prend pas plus de 5 minutes pour être clairement le plus gros connard du monde avec tout le monde. Il y a vraiment, c'est même pas de la condescendance. Hein, mais on l'a pris pour ça aussi. Et puis il y a quelques autres trucs, mais vraiment, tu peux lui parler. Puis il va te regarder, il va te dire mais tu sais qu'on a presque le même âge et tu me parles comme ça. Et le truc est arrivé super tardivement, tu vois. Et là, c'est là que tu le regardes, tu te dis ok, je me rappelle qu'il est autiste, donc on va pas rentrer non plus dans l'art. Et quand on parle justement à sa famille et tout, on a eu des échos des fois de ses proches ou de ses amis, ils vont dire non non mais lui, ah non il est super autiste, très léger et tout. Et en fait dès que tu creuses un petit peu, tu te rends compte que non, il y a beaucoup de choses effectivement qui sont pas acquises et tout, mais il donne vraiment l'impression de faire illusion et d'avoir ce côté, l'autiste, le fameux autiste Asperger super doué, le Sheldon Cooper que tout le monde aime bien, mais qui en vrai serait probablement invivable, je pense, voilà, sans adaptation. ouais. Et, Mmh, euh, mmh mh. et ouais, les clichés ont la vie super dure sur certains handicaps. Donc Bah, il y a ça et je pense qu'en fait, du coup, ce fameux terme du déni, mm, pour moi, il est inadapté, il est erroné, en fait, par rapport à la situation. Pour moi, c'est pas un déni, c'est que les parents, ils ont une certaine image de la surdité. mm, Quand on parle de surdité, ils se disent, bah, des personnes qui entendent strictement rien de rien de rien, qui ne parlent pas et puis quand elles parlent, elles ont la voix complètement déformée et pour peu que leur gamin, il ait une petite récupération avec un appareillage simple et mm, qui l'oral s'est plutôt bien passé et bah, pour eux, bah, non, il est ouais, pas ça va. sourd mon enfant. Mm, il est Et bien. c'est pas du déni, c'est qu'en Mm. fait, bah, pour eux, tu parles de surdité, ils voient, je sais pas, tu vois, ils voient la famille Bélier, quoi, Ah putain. Oui, oui, oui. Non, tu mais, vois? oui, Et il dit: oui. «Bah, il est pas sourd mon enfant, regarde, il arrive à parler, quand je l'appelle, il se retourne et il est pas sourd». Je dis: Mm, «Bah, effectivement, si vous, votre définition de la surdité, c'est la famille Bélier, bah, effectivement, votre enfant, il est pas sourd». Et c'est pas du déni, c'est juste que, bah, tu as représentation mentale et réalité qui sont pas du oui. tout, Et puis reliées. la fameuse famille Bélier avec langage des signes et François Damiens. Ça... mais c'est marrant d'ailleurs que t'en parles parce que j'avais rencontré Lucas, le jeune qui jouait dedans par hasard, justement, on en avait parlé à l'époque. Mmh. Voilà, c'était l'anecdote, c'est tout. On avait bu des coups. Mais oui, bah ouais, c'est encore. Et pourtant, et moi je trouve que là, c'est là que la représentation est importante à. Enfin, moi, je veux dire, je vais terminer là-dessus. Après, si t'as des trucs à rajouter, tu rajoutes. Je pense on est bien. Ça va être l'heure de la pause toilette après. Donc, on boit beaucoup trop d'eau pendant les directs. Mais ouais, je terminerai là-dessus en disant, pour moi, c'est vrai que la représentation, elle est super importante. Et il y a pas longtemps, je m'ennuyais, je regardais le Godzilla versus King Kong. Et en fait, il y a de l'ASL dedans. Il y a une actrice sourde, mais c'est pas du tout amené en mode c'est la sourde et tout. C'est juste dès le début, en fait, tu la vois. Elle discute avec King Kong et en fait, elle signe en ASL. Et les autres personnages juste signent et communiquent avec elle comme ils communiqueraient avec n'importe qui d'autre. Donc c'est sous-titré pour que tout le monde puisse comprendre. Et il n'y a pas de c'est la petite sourde, ou c'est spécifiquement bah, comme la famille sur une famille de sourds, machin. Non, bah, elle est là. Et voilà en fait. Et comme n'importe quel autre personnage, serait copain avec King Kong et tout. Et ce genre de truc, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui fait avancer. Enfin, beaucoup de sourds Mmh. en avaient parlé sur Twitter en disant bah c'est ça qu'on veut parce qu'en fait du coup elle est pas stigmatisée comme la sourde. C'est juste un personnage complètement random du film. Mais nous on est content de le voir parce que du coup ça montre que bah en fait oui juste elle parle la langue des signes et les gens vont vraiment s'y intéresser et pas avoir une représentation déformée du sourd qui est toujours Bah, avec son interprète. Enfin, c'est le principe, dans le cinéma, les films, les séries. Tu as des films qui vont parler de la surdité, oui, qui parlent de surdité et puis tu as des films qui vont parler de plein d'autres choses et puis dedans et ben, il arrive que, des personnages soient sourds, mais oui, c'est juste un détail de leur personnage et c'est pas, ouais, c'est pas le sujet, c'est pas la surdité, oui, c'est pas le fait qu'ils soient sourds, c'est juste des personnages, quoi, qui sont sourds. c'est ça. Et ça, oui, effectivement, je pense que ça serait bien de travailler là-dessus et faire davantage de films avec des sourds, sans que Oui. ça soit des films sur les sourds. Ouais.
Oui, oui. tu vois. On l'a eu un peu plus récemment en plus. On a eu des séries, on a eu une série Daybreak ou un truc comme ça, un truc un peu post-apocalyptique où justement t'avais un personnage pareil, sourd. Elle était accompagnée d'une interface de com. Du coup, elle, c'était genre une cheerleader sourde et en fait, le fait qu'elle soit sourde. Non, je vois mes chats qui percutent. Est-ce que quelqu'un a frappé chez moi? Non, il y a juste du bruit dans les escaliers, pardon. Quand quelqu'un frappe, elle panique un peu donc. C'est mes alarmes. Mais ouais, c'est ça, en fait, ça se fait de plus en plus de manière un peu plus. Bah, enfin, tranquille, voilà, normal. Genre, bah, il est sourd, en fait. Au même titre que l'autre, il est entendant, bah voilà, il est là, et puis on continue notre vie, quoi. Voilà. Écoute, bah, moi, je pense que pour moi, c'est bon. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs, si t'as des trucs à dire, s'il y a des gens encore actifs qui ont une question ou deux à poser. On est des gens qui sont allés et venus, donc voilà. D'accord. Ah oui, effectivement. Là, je vois qu'il y a des gros bruits dans les escaliers. Bon, S'organise un restaurant clandestin dans ta cage d'escalier. tu parles, je sais pas ce qu'ils font, mais toutes les semaines ils déménagent. Toujours là, mais je fais à manger, nous dit le modérateur. Ok, bah, c'est pas de. C'est surtout si vous avez des questions. Après, si tu fais à manger, c'est très bien d'ailleurs. Bon, Très bon, bien de ça faire. va, au moins c'était un Et- minimum intéressant. Bah, je pense. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, d'habitude, je le fais pas, mais je m'étais dit que j'allais le faire quand j'invitais des gens. J'ai oublié de le faire avec Mélanie. Je vais sûrement récupérer le replay et le mettre après sur YouTube en VOD, si toi ça te dérange pas. Voilà, Ouais, si comme tu ça, veux. si toi après derrière tu veux le partager, si t'as des gens qui voulaient le voir et qui l'ont raté, et puis Mm. du coup, ce sera accessible à d'autres personnes. En plus, il y a les sous-titres, donc c'est parfait. Voilà. Donc c'est parfait. Et ben, et ben, très bien. Et ben, écoute, je vais te remercier encore quand même d'être venu. C'est super cool d'avoir accepté. Ça fait, Bah de rien, c'était sympa de papoter avec toi et te revoir un voilà. peu. Mais oui, ça fait plaisir quand il y aura plus la pandémie. On